Merci à tous d'être là pour écouter nos invités, Pauline Miel et Omar Benlala, que je présente très rapidement parce que certains les connaissent. Pauline Miel est web éditrice, elle est responsable du site participatif Raconter la vie, qui est un site à l'initiative de Pierre Rosanvallon, professeur au Collège de France et spécialiste des questions démocratiques. C'est sur ce site Raconter la vie qui accueille des récits rédigés par des anonymes, plusieurs centaines de récits à ce jour, qui a été remarqué Omar Benlala, qui est à ma droite. Omar Benlala avait déposé sur le site Raconter la vie un court texte intitulé « La barbe », peu après le lancement du site en janvier 2014. Et un an après, ce court texte est devenu, sous le même titre, un volume de la collection Raconter la vie. Voici l'ouvrage. C'est autour de ce volume, publié aux éditions du Seuil, que l'Université Lyon 2 organise aujourd'hui une journée en 3 temps, que je rappelle rapidement. Donc cette matinée qui sera plutôt consacrée à des questions d'écriture et d'édition. Une après-midi qui portera sur les questions religieuses, puisque dans ce livre, Omar relate, entre autres, pas seulement, son parcours religieux dans l'islam tablir puis soufi, et un temps d'échange plus libre à 18h à la librairie Terre des Livres qui se situe rue de Marseille, non loin de l'université. Alors je suis doublement heureuse que l'université ait pensé cette journée en partenariat avec l'ISER, l'Institut supérieur d'études des religions et de la laïcité, l'UTA, l'université Tous Âges, et avec l'aide de Caroline Marc, que je remercie très chaleureusement parce que sans elle, rien n'aurait été possible. Alors, doublement contente, pourquoi ? Parce que d'abord, Raconter la vie est un projet qui me tient particulièrement à cœur et un projet auquel ont participé, plus en tant qu'auteur, mais aussi en tant qu'éditeur communautaire, plusieurs étudiants et étudiantes de l'Université Lyon 2. Certains sont présents dans la salle et peut-être qu'ils prendront la parole. Mais aussi parce que notre université est un véritable vivier, une véritable pépinière de jeunes écrivains. Et je ne sais pas si ces écrivains sont là aujourd'hui, mais il y a au moins 2 jeunes étudiants qui ont récemment publié un roman, Olivier Saugan et Narges Bibimoun, qui sont des étudiants qui avaient commencé à écrire sur le net, ou utiliser le net ou les réseaux sociaux comme moyen de diffusion de leurs textes. Ensuite, je suis très heureuse d'accueillir Pauline Miel et Omar Benlala parce que il n'était pas évident qu'on puisse organiser une journée consacrée à Raconter la vie, mais centrée sur la question des supports et des modes d'écriture. Or, vous le savez, un texte, c'est aussi une forme et un format, une forme stylistique, évidemment, une forme linguistique, langagière, mais c'est aussi un format, c'est aussi un nombre de pages qui a un poids, qui a un prix. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc ça sera aussi l'occasion de discuter avec nos invités des questions de diffusion et des questions de réception, que parfois dans les départements de lettres, on a tendance à oublier. J'en fais partie, donc je suis coupable. Voilà, donc c'est dans ce cadre que nous accueillons non seulement Omar Benlala, un auteur autodidacte, il nous racontera son parcours, qui est passé de l'auto-édition à l'édition numérique et qui est aujourd'hui publié au Seuil, et son éditrice, une de ses éditrices, parce qu'en réalité ils sont 3, Pauline Miel, qui a toute son importance, parce qu'on ne le dit pas assez, les éditeurs participent pleinement au processus de création d'un ouvrage. Or, il me semble que ces éditeurs, même lorsqu'ils ont pignon sur rue, sont quelque peu invisibilisés. Donc, Pauline, tu es finalement, toi aussi, une invisible. Et on est très heureux de t'accueillir parce que le projet Raconter la vie porte justement sur cette notion d'invisibilité. Alors, j'en dis très rapidement quelques mots, pour ceux qui ne le connaissent pas. Pierre Rosanvallon, lorsqu'il a lancé le site et la collection éponyme, avait la volonté de donner une voix aux sans-voix et de constituer ce qu'il a appelé un Parlement des invisibles. C'est la formule qui donne son titre au texte manifeste qu'il a publié au début de l'année 2014. Alors on a fait beaucoup d'erreurs
On a parfois mésinterprété ce terme d'invisible parce qu'on a cru que Rosanvallon faisait allusion à ce que Rancière appelle les sans-parts, les sans-logis, les sans-travail, les sans-papiers, etc. C'est pas exactement ça. Invisible au sens de Rosanvallon fait référence à des situations sociales qui peuvent être singulières ou très communes, mais dont on parle peu. Je m'explique. J'habite un 20 mètres carrés, ou je n'arrive pas à avoir des enfants, ou je suis étudiant, mais j'ai 2 jobs d'appoint, ou je vais à la messe tous les dimanches. Voilà des choses qui sont très communes. Les personnes, en fait, dont il est question ne sont pas nécessairement discriminées, mais on en parle peu. Et ce qui est intéressant de voir que finalement, on parle peu de choses qui sont très communes aussi. Voilà. Le site, comme la collection, accueille 3 types de textes. Premièrement, des récits et des trajectoires. Parfois des histoires singulières, comme celle d'Omar, mais parfois aussi des portraits types, comme récemment le livre d'Yvan Jablonka, Le corps des autres, qui est un portrait collectif d'esthéticienne, donc le portrait d'un métier. Deuxième type de texte, des lieux producteurs ou expressions du social. Ça peut être une ligne de métro, l'observation d'une ligne de métro, du parcours de cette ligne et des gens qu'on y rencontre, par exemple. Ça peut être un fast-food, ça peut être un lavomatique. Enfin, des moments de la vie, des moments de basculement, nouvelles étapes, ou des moments intermédiaires aussi parfois, l'instance de divorce ou le fait de vivre en communauté avec une personne qu'on n'a pas choisie, voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que le site, comme la collection, accueille tout type de texte qui se conforme au format, c'est-à-dire, tu me corrigeras Pauline, je crois que c'est plus de 50 signes et moins de 50 000, c'est ça 5 000 minimum et 40 000 maximum. Donc c'est une page Word, un peu plus d'une page Word minimum, et moins, on va dire, de, c'est quoi, 30 pages, 40 pages ouais, 25. Voilà, moins de 25 pages Word. Voilà, quel que soit en fait le style ou le genre utilisé. Aussi bien en fait des récits très formalisés, très travaillés, que des paroles brutes. Il y a des exemples de slam, des exemples de récits de vie poétiques sur le texte. Il y a évidemment des dialogues, il y a des choses qui sont plus descriptives. Donc voilà, un très très grand éventail, un très large éventail de textes. Alors, je ne sais pas si certains veulent déjà interagir, prendre la parole. Sentez-vous libre d'interrompre à n'importe quel moment. Par sécurité, j'ai préparé un certain nombre de petites questions pour lancer le dialogue. 5 pour chacun des intervenants en alternance. Si vous voulez, je lance, à moins que quelqu'un veuille prendre la parole, demander des explications en fait, ou des précisions sur le site. Enfin, vous n'hésitez pas en tout cas, c'est libre. Alors je m'adresse d'abord à toi, Pauline, pour que tu nous parles un peu de ton métier. Ce métier de web éditrice, vous êtes une toute petite structure, puisque l'équipe de Raconter la vie comporte essentiellement Pierre Rosanvallon, qui a lancé le projet et qui le coordonne, Pauline Peretz, qui est la co-responsable de la collection éditée au Seuil, un webmaster, qui s'occupe en fait essentiellement des questions d'entretien du site. Un développeur, pardon, et une attachée de presse. Ouais. Et finalement, tout le reste repose sur tes épaules. Parfois, je dis que tu es l'atlas de Raconter la vie. Ouais. Pas seulement parce que tu as lu tous les textes, et ils sont nombreux, plusieurs centaines, mais aussi parce que tu portes le site sur tes épaules. Alors, ce métier de web éditrice, il est très varié, il demande de la polyvalence. C'est un métier relativement récent qui suppose des compétences diverses et aussi une faculté d'adaptation presque en temps réel. S'adapter à de nouvelles pratiques qui sont les pratiques du web, qui sont les pratiques de l'édition numérique. Alors, est-ce que tu pourrais nous décrire les principales tâches qui sont les tiennes ? Oui, alors par contre... Si, c'est bon. En fait, quand tu disais, Sarah, que c'était un métier récent, en fait, c'est plus que ça, parce que c'est un métier qui n'existe pas. On l'a inventé exprès parce que moi, je viens de l'édition traditionnelle, donc j'ai fait des études de lettres modernes et je faisais des livres papier. Et quand Pierre Rosanvallon m'a parlé du projet, tout de suite, j'ai pas tout à fait compris ce qu'il demandait, parce que pour moi, éditer des textes, c'était éditer des textes en papier, quoi, enfin normal, et après les faire imprimer. Et
puis au fur et à mesure de la conversation, je me disais, ah oui, donc là, en fait, c'est comme si j'étais dans un service manuscrit et à l'édito et que je devais accepter tous les textes que je recevais. Donc, je dis, ah oui, c'est un peu ça. Je fais, ok. Donc, au début, donc c'était il y a 2 ans maintenant, c'était vraiment expérimental. Je me disais, dans quoi on se lance, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais recevoir. Et donc, on a construit le site avec donc un web designer et le développeur. Donc, là, c'est vraiment de la hiérarchie d'information. C'est un peu anticiper les contenus qui vont arriver. Essayer de créer une communauté dont certains font partie. Essayer de communiquer aussi, comment imaginer vraiment une politique de communication sur Facebook, sur Twitter, avoir un blog sur Tumblr. Donc tout ça, c'était un peu flou pour nous tous. Il faut quand même l'avouer, on n'était pas très pro. Et puis on a appris parce que il suffit de s'y intéresser. Moi, je suis allée à pas mal de conférences sur l'open data, sur la gouvernance ouverte, sur les nouvelles pratiques numériques. C'est des trucs qu'on avait vus un peu en cours, mais la fac, c'était des souvenirs un peu indistincts. Et puis en fait, mon métier aujourd'hui, il évolue avec Raconter la vie. Donc au début, je recevais à peu près 60 récits par jour. Et puis j'étais toute seule. Donc je me disais, on va faire comment ? Au début, on n'avait pas mis de signe maximum, parce que je me disais, je veux surtout pas... je veux vraiment inciter les gens à écrire, je veux pas mettre des barrières. Et puis je me suis rendu compte que je recevais des pavés, des autobiographies complètes ou des portraits d'arrière-grand-oncle. Donc j'ai dit, ok, non, donc ça va pas. Donc on a repensé un peu la charte édito, c'est pour ça, d'où les 40 000 signes. Au début, on avait fait 60 000, puis 50 000, puis 40 000, parce que je peux pas passer trop de temps sur un texte, parce qu'il y en a d'autres qui attendent. Du coup, j'essaye de passer à peu près autant de temps sur tous les textes, une valeur un peu démocratique. Et donc essentiellement, mon travail, c'est vraiment ça, c'est plus que de la correction, c'est vraiment c'est de l'édition, c'est-à-dire repenser la construction, la forme, le titre de manière quasi systématique. Et ça, c'est vraiment important pour ce travail-là, parce que il faut toujours tout de suite choper l'attention du lecteur. Il faut vraiment que ça accroche, un peu comme les titres de journaux finalement. Et puis et après, il y a forcément tout ce boulot de diffusion. Donc une journée classique, donc j'arrive, je dois recevoir à peu près 300 mails par jour. Ça, c'est l'aspect un peu enivrant du boulot. Et je lis aussi tous les commentaires qui sont postés sur le forum, parce que tout est ouvert. Et du coup, je vérifie qu'il n'y a pas de commentaires qui ne sont pas cohérents avec notre charte. Pour l'instant, on n'a pas eu trop eu de problème, à part pour le livre d'Omar, mais ça, on en parlera cet après-midi, sûrement. Et voilà, donc je commence à lire, et puis au début, je me dis, je vais jamais m'en sortir toute seule, donc j'ai lancé un petit appel à l'aide, en disant, est-ce que ça vous intéresse de vous initier un peu au métier de l'édition, est-ce que vous avez une bonne sensibilité au texte, si vous aimez le projet, pourquoi pas venir m'aider. Et du coup, maintenant, je crois qu'il y a 74 éditeurs communautaires, et en fonction de leur intérêt, il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup d'assistantes sociales, il y a certains comédiens, des médecins, il y a un peu tout. En fonction de leur tropisme, je leur envoie des textes avec un délai. Il y a des gens qui sont très dispo, qui m'écrivent tous les jours pour me dire « Donnez-moi un texte ». C'est devenu des drogués au récit de vie. Il y en a d'autres qui n'ont pas trop le temps. Voilà, il y a des examens, il y a des boulots. Donc il y a quelqu'un qui peut corriger, éditer vraiment 4 textes par an, d'autres sera 40. Voilà, il n'y a pas vraiment de règles. C'est assez libre, et du coup ces éditeurs communautaires-là retravaillent et repensent le texte dans un premier temps, me le renvoient, je refais une lecture globale, en général je valide la quasi-totalité des propositions, c'est pas que de l'orthotypo-syntaxe, hein, c'est vraiment plus la construction globale, je le renvoie à l'auteur qui le valide, après je le publie sur le texte, je le publie sur le site, et après en fait ça ne suffit pas de seulement publier le texte sur le site internet, parce que je cherche toujours des nouveaux lecteurs, des nouvelles personnes qui s'investissent dans la communauté. Du coup, j'essaye de créer tous les jours, j'exagère, une fois par semaine, on va dire. J'ai des rendez-vous avec des blogueurs, avec des journalistes, avec des médias, des purs médias players, pour essayer de créer des partenariats. Là, on a un partenariat avec Rue 89 où je leur envoie en fait les textes inédits que je sais que je vais publier en fonction de leur politique édito. Je sais que ça va les intéresser, donc je leur envoie. Parfois, ça marche. Et quand ça marche, il y a, ça peut être 100 000 lectures grand maximum, ce que le site, évidemment, on n'arrivera jamais à qu'un texte soit lu 100 000 fois.
Donc voilà, je travaille avec des bibliothèques aussi. J'essaye de faire lire. C'est plus sur Paris parce qu'on est sur Paris. Voilà, ça c'est de la diffusion. C'est une autre méthode de diffusion numérique qu'on apprend un peu au fur et à mesure. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue. Non, tu as été Si je fais parfaite. des tunnels. Et donc un jour, Pauline, tu reçois un texte d'Omar Benlala, mais tu ne sais pas que c'est Omar Benlala parce qu'à l'époque, il écrit sous pseudonyme. On en L'asthmatique. reparlera. Oui, à l'époque, c'est l'asthmatique. Et donc un asthmatique se présente sur le site et poste un texte intitulé La Barbe, un texte assez court, qui fait 6-7 pages, je crois, en format Word. Alors Omar, tu te décris volontiers comme un autodidacte. La Barbe décrit justement comment tu as décroché en 5e et comment tu as été déscolarisé en 3e, avant le brevet des collèges. Après ça, tu tombes dans la délinquance et c'est la religion, c'est l'islam, c'est ton entrée dans l'islam qui va te sauver de la violence de la rue. Ça se passe dans les années 90, donc dans un contexte qui n'est pas celui qu'on connaît aujourd'hui. Quand tu t'es lancé dans l'écriture, tu as d'abord publié Inspire, que tu décris comme un cyberroman. C'est un roman à thèse que tu as posté sur le net. Et de fait, beaucoup de jeunes écrivains aujourd'hui, comme toi, écrivent uniquement sur le net. Et pas seulement comme on pourrait le croire parce qu'il y a peu de débouchés ailleurs, parce que leurs manuscrits n'ont pas été acceptés par des maisons d'édition classiques, mais aussi par goût. Alors je voudrais t'interroger en fait sur ta pratique. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix du net? Et est-ce qu'on doit voir dans ce choix la volonté de parvenir seul à quelque chose, elle a une volonté d'autodidacte, qui voudrait se forger un destin lui-même. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Pour moi, c'est assez surréaliste d'être dans un amphi. Donc ça existe, c'est pas une légende. Merci de m'accueillir. Pour répondre à ta question, quand j'ai commencé à écrire sur Internet, pourquoi est-ce que j'écris sur Internet? Parce que c'était plus pratique. Et étant déscolarisé très jeune, comme disait Sarah, je ne savais même pas en fait comment est-ce qu'il fallait faire pour être édité chez un éditeur. Je savais, quand on m'a proposé en fait d'écrire La Barbe au Seuil, je ne savais pas vraiment ce que c'était que le Seuil. J'ai appris en fait que c'était une maison d'édition au fur et à mesure. Et j'en avais entendu parler vaguement, mais bon, c'était... Alors les gens autour de moi me disaient « Oh, tu te rends compte au Seuil ?» Je disais « Ouais, ok ». Mais voilà, quoi. Donc pour moi, c'était plus pratique parce que c'était l'accès que j'avais directement et à travers mon ordinateur, le clavier d'ordinateur qui ne nous lâche plus aujourd'hui. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à écrire, en fait, et j'ai pas voulu d'abord être lu parce que je me rendais compte que je venais de très très loin, je revenais très très loin. Et il fallait d'abord que je fasse mes armes. Et le meilleur moyen pour ça, c'était d'écrire, en fait, face à mon écran et de le faire lire à quelques personnes autour de moi. Et par rapport à leur ressenti, à leur retour, voir si je continue ou j'arrête. Et comme les retours ont été plutôt positifs, j'ai continué. Donc voilà, le net, en fait, s'est imposé à moi pour des questions essentiellement pratiques et aussi par le fait que, pour moi, une maison d'édition, en fait, ça voulait absolument rien dire. Parlons du cyberroman. Qu'est-ce que tu entends par cette étiquette ? Cyberroman, c'est une idée que j'ai en tête, que j'aimerais développer, parce que là, j'ai mis en ligne la première saison de ce que j'écris sur Internet. Donc c'est un roman à thèse. On appelle ça un roman à thèse, parce que j'apprends aussi des nouveaux termes maintenant. Des choses que j'ai appris petit à petit, mais voilà, je ne vais pas jouer les savants. Et donc c'est un roman d'anticipation. Et c'est l'histoire d'un jeune homme en fait, qui prend la mairie de son quartier sans passer par les urnes. Sans armes ni violence, il y a un vice de procédure. J'invite tout le monde à se plonger dans les textes pour le trouver. Et à la fin de la première saison, il se passe que ce personnage en fait, arrive à prendre la mairie de son quartier. La deuxième saison, il se passe autre chose, etc. Et en fait, le cyberroman, c'est une idée toute simple. J'ai eu envie de partager les inspirations. Le concept est très simple, c'est que c'est sur Internet. Donc, Inspire, en fait, le premier volet est seulement disponible sur Internet, donc pas en format papier. Et j'aimerais que la deuxième saison, qui devrait sortir normalement à la fin de cette année, soit ouverte aux lecteurs. Et elle soit ouverte dans le sens où qu'ils s'approprient le site Internet, c'est-à-dire qu'ils y mettent de l'image, de la vidéo, de la musique, ce qu'ils veulent. Et bien sûr, il faut que ça colle au récit et que ce soit quand même quelque chose de qualité, quoi. La vidéo du premier anniversaire des enfants, ça
ça aura du mal à passer. Mais enfin voilà, quoi, quelque chose qui colle. Et le but du jeu, enfin l'objectif, c'est vraiment d'essayer de créer un espèce d'objet un peu hybride entre le cinéma, la musique, le livre, etc. Mais surtout de l'ouvrir aux lecteurs et aux inspirations. Et en fait, le cyberroman, pour terminer dessus, serait décliné en 2 versions. Donc la première version, ce serait un cyberroman en fait public pour tout le monde. Et tout le monde, en fait, à l'adresse gabrielsanto.com aurait accès justement au cyberroman, j'ai envie de dire public, et une version en fait personnelle. Chaque lecteur en fait aurait droit à son propre cyberroman. Ce serait sa version à lui, et il pourrait la faire partager, la garder, etc. Mais le site lui serait ouvert pour pouvoir l'alimenter à sa guise. Et voilà quoi. Donc il y aurait pas de comité qui déciderait ça on peut le mettre, ça on peut pas le mettre, etc. Donc voilà comment est-ce que j'aimerais faire évoluer mon travail sur Internet, mon travail d'écriture sur Internet, par ce fameux cyberroman. Voilà. Merci. Alors Pauline, tu l'as dit, une des choses qui te différencie des éditeurs classiques, si on peut dire, c'est l'énorme masse en fait de textes que tu reçois tous les jours, des textes qu'il faut classer, qu'il faut valoriser, qu'il faut diffuser. Des sites comme Raconter la vie aujourd'hui sont de véritables viviers d'écrivains, et on sait que des éditeurs plus classiques et même des journalistes, des cinéastes vont sur ce type de site pour y faire de la prospection, c'est-à-dire pour repérer de nouveaux talents. Et l'un des risques peut-être en fait de dérive de Raconter la vie, c'est que ce site qui au départ a été pensé comme un site dont la vocation était de valoriser des invisibles, donner une voix en fait aux invisibles, à ceux qui n'ont pas de voix, devienne finalement une sorte de vitrine d'exposition ou un lieu d'affichage pour des gens qui ont toujours aimé écrire, qui ont les moyens d'écrire. J'entends par moyens en fait pas seulement les dispositions, mais aussi un certain nombre en fait de conditions sociales. L'accès à un ordinateur et puis une liberté assez grande de temps pour écrire, etc. Le risque, n'est-ce pas justement que ces gens-là, du coup, se saisissent de sites comme Raconter la vie pour valoriser leur propre production et chercher à se faire remarquer comme écrivain. Alors voilà, ma question, c'est aussi une question sur l'origine sociologique, en fait, des auteurs de Raconter la vie. J'ai tendance à croire que c'est plutôt des gens de classe moyenne plus, qui ont fait des études, qui osent aussi prendre la parole. Donc voilà, comment vous travaillez sur ça ? Alors en fait, je vais répondre en 2 parties. La première, c'est en effet, on est beaucoup sollicité par des éditeurs papier, par des journalistes, par papier, radio, télé, et par des producteurs de cinéma pour essentiellement, et c'est ça qui est intéressant, pour les récits en ligne, pas du tout pour les collections papier. Et pour nous, c'est vraiment une grosse réussite. Ça veut dire que quand on cherche des témoignages, quand on cherche du vrai, on va sur Raconter la vie. Et j'ai commencé à le remarquer il y a quelques mois. Je me dis, c'est bien, c'est positif. Et quand les éditeurs, j'ai reçu des mails très étranges d'éditeurs qui faisaient genre, ils étaient journalistes, je les ai grillés tout de suite, qui voulaient les contacts de certains auteurs, mais il n'y a pas de problème. Nous, on ne peut pas publier tout le monde. En un an, on a publié 16 textes, ce qui est déjà énorme. Que si certains auteurs du site, même si on a travaillé le texte ensemble, ils trouvent un public ailleurs, mais tant mieux. On n'est pas... j'insiste sur quelque chose, c'est qu'on n'est pas lié sous contrat éditorial avec les auteurs du site. Donc, leur texte leur appartient, vraiment. Nous, par exemple, quand on a des propositions de production audiovisuelle, ça passe par nous pour la mise en contact, mais s'il y a une question d'argent, nous, on ne touchera pas d'argent. On est là pour conseiller et pour un peu aiguiller, mais voilà. Donc ça, pour nous, ça c'est sûr, c'est positif. Et quand je reçois des coups de fil de journalistes de l'UMA, du Nouvel Obs, de l'IB, pour me dire « je fais un article sur ce thème, vous n'avez pas un récit là ?» Mais trop bien, quoi. C'est parfait. Ça veut dire que ça fonctionne et que Raconter la vie a un petit peu de... Voilà, on sait un peu ce que c'est à force. Alors la deuxième chose, c'est un peu le profil sociologique des auteurs. Alors il y a 15 000 membres inscrits aujourd'hui sur Raconter la vie, ce qui est à la fois dérisoire et à la fois énorme. Je suis quelqu'un d'assez positif, donc j'ai tendance à croire que c'est énorme. Et puis en plus, on n'est pas, il n'y a pas un community manager qui est là pour aller draguer tous les gens sur leur blog. Le site est récent. On a un an, et puis je suis toute seule. Donc
on est plutôt content. Et c'est vrai qu'on a remarqué que il n'y a pas de profil type, déjà parce que voilà, c'est un peu compliqué de faire un profil type sur 600 auteurs, parce qu'il y a 600 récits qui sont publiés, un peu moins parce qu'il y a plusieurs auteurs, il y a des auteurs qui ont publié plusieurs récits, on va dire les 550 auteurs. Et en plus, j'oblige pas les gens à mettre des informations fiables. Donc si une personne peut s'inscrire sous pseudo, une personne n'est pas du tout obligée de mettre son... Je demande toujours la date de naissance, le lieu de vie et un peu la profession, le statut socio-professionnel. Mais ça reste secret, ça. Exactement. Je suis la seule à le savoir. C'est justement pour nous, pour qu'on sache un peu où on va. Mais en fait, les gens ne mettent pas beaucoup d'informations et je vais pas leur demander. C'est-à-dire... Au final, ça ne me regarde pas. Et en plus, voilà, c'est seulement pour qu'on sache un peu où on avance. Alors, bon, je dois bien avouer que la majeure partie des gens qui écrivent sont des retraités. C'est comme ça. Parce qu'ils ont plus le temps que les autres. Et les étudiants, pour la même raison, parce qu'ils ont un peu plus le temps. J'ai du mal à toucher les jeunes travailleurs. C'est pour ça je suis en train d'essayer de travailler avec un peu des apprentis ou des lycées un peu professionnels qui sont déjà dans le monde du travail. J'ai du mal à toucher les ouvriers, ce qui est très dommage, mais on ne s'avoue pas vaincu. Et à chaque fois que j'entends parler de quelqu'un, le cousin d'un tel, la voisine, n'importe qui, voilà, ça demande toujours un effort, mais... moi, ce que je redoute le plus, c'est qu'il y a vraiment, excusez-moi l'expression, mais une plaie pour moi, c'est les gens qui ont un blog extrêmement fourni et qui m'envoient un texte par jour issu de leur blog, en pensant que c'est merveilleux et que j'y toucherai pas et que je les publierai tous. Alors ça, c'est pas du tout le principe de raconter la vie, c'est-à-dire qu'en plus, j'essaye de privilégier le plus de textes possible, donc le plus d'auteurs, et en plus... moi, si vous voulez, les textes de profs de français, c'est pas vraiment ce que je recherche, quoi. Alors, c'est très bien écrit, hein, d'un point de vue formel, stylistique, il n'y a pas une faute, c'est parfait. Mais je pense que pour raconter la vie, l'histoire est quand même plus importante que la manière de la dire, quoi. Donc, et ça, j'en ai vexé plus un, mais maintenant, tant pis, je ne prends plus de pincettes. Voilà, on n'est pas entre gens qui savent écrire et qui manient la plume avec perfection. On aurait fait un tout autre projet. Il y a quand même un aspect qu'il ne faut pas oublier dans Raconter la vie, c'est que c'est quand même aussi politique, c'est pas que littéraire. Je suis très contente que le littéraire a pris autant de pouvoir, et moi je suis fière de tous ces textes qui sont publiés. Sur les 580, il y en a que j'aime énormément, et si ça tenait qu'à moi, je les publierais tous en papier ailleurs, mais ça c'est un autre problème. Mais voilà, et après, pour finir, c'est quand même un peu compliqué de faire un profil sociotype, et moi j'essaye vraiment de bosser avec le plus de jeunes possible pour un peu rajeunir le public. Donc les étudiants, merci Sarah d'avoir... Il y a très peu d'enfants aussi. Il y a très peu d'enfants. Ouais, il y en a qu'un qui a 11 ans. Et ça, voilà, je suis en train de travailler avec d'autres structures qui font des ateliers d'écriture un peu partout en France pour des jeunes plutôt de 9 à 26 ans. Enfin, voilà. J'essaye de trouver des moyens de trouver des proses un peu inattendues. Même moi, j'aimerais bien avoir le texte d'un enfant qui vient d'apprendre à écrire, quoi. Je trouve ça génial. Enfin, qui me disent c'est quoi sa vie. Mais c'est compliqué. Forcément, c'est les gens qui ont l'habitude de l'écriture qui écrivent plus facilement, et c'est normal. Hein, je serais pareil. Donc. Et qu'est-ce que tu constates en termes de répartition hommes-femmes et autres parce que je sais qu'il y a aussi des... Comme d'habitude, beaucoup plus de femmes. Oui, alors, comme d'habitude, oui, mais en même temps, on peut aussi considérer qu'elles sont invisibilisées plus que les hommes, ou qu'elles ont plus de difficultés à prendre la parole ailleurs, dans d'autres espaces. Non, mais après, c'est aussi une règle, c'est-à-dire il y a plus d'étudiantes en lettres que d'étudiants, il y a plus de femmes qui publient que d'hommes, même si... les hommes sont souvent plus connus que les femmes, bon, ça c'est un autre débat. Et voilà, et c'est vrai que l'écriture et la lecture, en termes de vente, il y a eu des sondages qui ont été faits, il y en a très souvent dans Livre Hebdo, qui est le magazine professionnel du livre, on en voit beaucoup, il y a plus de femmes qui lisent que d'hommes, ça c'est comme ça. Du coup, Raconter la vie reste dans ce schéma classique. Alors Omar, ton premier roman dont on a... Ah oui, pardon, ouais, le micro circule. Hein. Alors, bonjour, vous parliez de journalistes qui venaient vous voir pour des récits qui sont vrais.
Mais en lisant régulièrement les textes, on voit qu'il y a beaucoup de fiction. Par exemple, un homme qui met en scène sa propre mort. Vous avez des limites comment ça se passe? Alors ça, c'est une question intéressante parce que moi, ça me pose vraiment problème. J'avais pas du tout pensé recevoir de la fiction au début. Parce que j'insiste sur le roman vrai de la société. Et en fait, par exemple, pour ce texte, je crois que je vois de lequel vous parlez, c'est Daniel Lebras, et c'est un texte terrible sur un cancer en fin de vie. Je ne savais pas si c'était vrai ou faux, et j'ai pas du tout osé demander, c'est un peu délicat. Du coup, je l'ai traité comme si c'était vrai, et puis il a rien dit, et je me suis rendu compte en le publiant que dans les commentaires, il y a eu des lecteurs qui ont eu la même réaction que moi, genre c'est vrai. Et eux, ils ont osé le dire, j'étais là, c'est bien. Et en fait, quand j'ai compris que c'était faux, j'étais un peu désabusée, où je me dis, mais il y a un peu de tromperie sur la marchandise, mais après, en réfléchissant, je me dis, pourquoi pas laisser un peu une part de fiction à raconter la vie. Si c'est des situations, on aimerait bien les comprendre, on ne les connaît pas du tout. Par exemple, moi, j'aimerais beaucoup avoir un texte sur la cohabitation forcée, sur ces couples qui se séparent et pour des raisons financières qui ne peuvent pas déménager et qui sont obligés de vivre ensemble pour les gamins, le boulot, ou des associés qui se séparent. Je trouve ça terrible. J'en ai pas du tout, j'en ai un qui s'appelle Le Même Toi, qui est vieux et qui rentre pas dans les détails. Je préfère en avoir un de fiction qu'en avoir pas du tout. Voilà, c'est maintenant, on a un peu adapté notre discours, après on a été assez critiqués sur ça. Voilà, c'est un parti pris, je mets pas trop de limites. Moi, mon but, c'est de publier le plus de textes possible, donc s'il y a de la fiction, qu'elle reste minoritaire, mais voilà, je la publierai quand même. En indiquant que c'est de la fiction, par contre. Maintenant, j'essaie de plus me faire avoir. Il y a une autre question, Stéphanie. Je suis fille de prof, hein, je sais de... Alors, donc je reçois un texte, je fais une première lecture pour voir s'il est cohérent avec la politique éditoriale, sachant qu'on publie tout, sauf les avis d'opinion et manifestes, parce que en termes là pour gérer le contenu, les commentaires, et puis il y a d'autres lieux pour ça, on n'a pas voulu s'engager là-dedans, nous on est vraiment dans le récit de soi, et les autobiographies complètes, parce qu'on est plus dans le contemporain. Donc à chaque fois quand je reçois une autobiographie, j'essaie d'expliquer, essayer de m'envoyer un format plus court, plus sur l'actuel, voilà, sur la fin de l'autobio. Les gens acceptent et jouent le jeu en général, donc j'essaye de ne sacrifier aucun texte. Ça, c'est vraiment le... Après, comment ça se passe? Une fois que je reçois et qu'il est cohérent, je l'envoie systématiquement à certains éditeurs. Un texte est lu par un éditeur communautaire qui fait une première lecture, il me le renvoie, et là, je relis intégralement, j'édite à nouveau, et je le fais valider par l'auteur. Ça passe toujours par moi, parce que je suis obligée de vérifier que c'est vraiment très cohérent avec notre politique éditoriale, et que il y a parfois un texte incroyable avec des propos vraiment limite homophobes, xénophobes, et c'est très étonnant, surtout quand ça arrive sur Raconter la vie, parce que c'est pas trop notre came, mais ça peut arriver, et c'est pour ça qu'il faut vraiment que je sois très vigilante. Je peux pas me permettre de publier un texte qui nous pose problème en termes d'éthique. Ah bien sûr, ouais, tout est corrigé, ah oui. Ah oui, bien sûr. Ouais. Après, il reste des coquilles, pas parce que je suis toute seule, et parfois on me le dit, du coup j'ai honte, mais c'est comme ça. Et... ça c'est, comment dire, c'est mon métier maintenant, mais c'est une question de sensibilité, c'est-à-dire que moi je veux pas trop intervenir. Avant, quand je travaillais avec des auteurs vraiment consacrés dans une autre maison d'édition, c'était encore plus délicat, parce que j'osais pas, pour une virgule, c'était la lutte. Maintenant, c'est des gens dont c'est pas forcément le métier, qui pour l'écriture est soit un loisir, soit vraiment une vocation, mais assez lointaine. Du coup, là, j'ose plus, et donc je fais des bulles de commentaires, je propose un nouveau titre, je dis que parfois ce passage, il est peut-être un peu long. Voilà, c'est vraiment... Oui, bien sûr. Et j'essaye de jamais dénaturer la prose, c'est-à-dire que on a tous des tics d'écriture. Ça, moi, je les remarque systématiquement, à force, du coup, je les remarque. Mais moi aussi, j'en ai. Et quand je corrige tous les textes, parfois, c'est horrible, j'ai l'impression d'avoir toujours les mêmes formules, et du coup, je me vois les corriger, donc ça, j'évite vraiment, et du coup, j'interviens vraiment le moins possible, que quand il y a des longueurs et c'est pas clair, ou il y a beaucoup de répétitions, quoi. Voilà. Ah, il y a plein de questions. Ouh. Alors, je sais pas où est le micro. Ne vous battez pas, ne vous battez pas.
Oui, bonjour. Je voulais savoir, sachant que Raconter la vie se veut le Parlement des invisibles, comment est-ce que le fait, par exemple, que François Bégodeau publie sur ce site-là, comment est-ce que c'est accueilli? Comment est-ce que vous l'expliquez? Il y a François Bégodeau, il y a Annie Ernaux, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Non, des écrivains connus, c'est ça, et après il y a des sociologues. En fait, on n'a pas effectué de modèle, c'est-à-dire il n'y a pas de modèle d'écriture, on publie des portraits, des témoignages, des enquêtes d'anonymes, comme Omar, de gens qui sont connus, d'érudits, de journalistes. Voilà, ça c'est... Si j'avais reçu par exemple sur le site, un texte incroyable d'une infirmière, peut-être qu'on l'aurait publié, qu'on n'aurait pas publié le texte de François Bégodeau. En l'occurrence, François Bégodeau, on l'avait contacté en amont de la collection, enfin en amont du lancement, donc il y a 2 ans à peu près, parce que, pour une raison très simple, on avait besoin de noms connus, dont Annie Ernaux et Bégodeau, pour des raisons commerciales. Parce que pour lancer des nouveaux auteurs, voilà, l'équilibre c'est fragile, hein. Les livres se vendent pas comme les canettes de coca. On a besoin d'auteurs connus qui nous soutiennent. C'est surtout important au lancement. Et Annie Ernaux nous a fait un super gros cadeau, c'est-à-dire que c'est l'avaloir, le même est pour tout le monde. Donc que ce soit des gens du site ou Annie Ernaux, tout le monde gagne la même chose. Et qu'elle nous a donné ce texte-là, on savait qu'on allait enfin, c'est pas possible, enfin, on pouvait pas en vendre 300, quoi. Donc, et ces ventes-là permettent de prendre des risques pour défendre des éditeurs inconnus. C'est vraiment la logique de l'édition. Voilà. Mais moi, ça me pose pas de problème d'éthique, par exemple. Voilà, il n'y a pas de raison que... Enfin, en plus, j'aime beaucoup ce que fait Bégodeau, mais ça, c'est personnel. Mais ça ne me dérange pas que... Enfin, c'est des écritures qui sont mêlées. C'est une espèce de littérature panoramique écrite par plein de gens d'horizons variés. Donc, on privilégie rien, mais... voilà, on va publier Maëlys de Kerangal aussi l'année prochaine. Voilà, moi, j'adore travailler avec les écrivains, donc c'est super. Mais il n'y a pas de raison, quoi, qu'on ne les publie pas, en fait. Il y a d'autres questions, Pierre? Je voulais simplement savoir s'il y avait des thèmes récurrents, étant donné la forte proportion de retraités ou d'étudiants. Oui, alors en fait, pour justement les valoriser, ces textes-là, on a inventé des catégories. Donc il y a changement de vie, entre deux mondes, métier méconnu, moment critique et manque de respect, je crois que je n'ai rien oublié. Pour après, ça c'est un peu les logiques universitaires, pour pas qu'ils se perdent dans la foule. Alors... Oui, il y a, je pense, une catégorie où il y a vraiment énormément de textes, c'est moment critique et manque de respect. Et je pensais pas, au début, je pensais avoir plus de métiers méconnus, et puis en fait, parce que j'ai de plus en plus de textes sur des maladies psy, sur des maladies physiques, sur des burn-out. Sur des licenciements abusifs et parce que je pense que c'est là où il y a à la fois une vraie injustice dans la maladie et à la fois une vraie colère dans tous ces trucs liés au travail qui sont aliénants et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de place pour le dire ailleurs, quoi, parce que on n'en parle pas, le burn-out on en parle beaucoup dans les médias mais d'une façon enfin bon, voilà, mais c'est vrai que la souffrance au travail est vraiment dans le quotidien. Moi, je la lis pas souvent, et là, je trouve que c'est une assez bonne place. Donc, c'est vrai que c'est très plombant. Moi, parfois, j'ai besoin de prendre de grandes bouffées d'air dans la journée, parce que c'est vrai que c'est... Mais voilà, c'est raconter la vie, c'est pas du gros fun en permanence. Donc, voilà. Mais c'est vrai que j'ai de plus en plus de textes comme ça. Marine et Céleste. Oui, bonjour. Je reviens sur une question que vous avez abordée déjà 2 fois depuis le début de cette masterclass. C'est la question du titre, puisque c'est un grand classique sur Raconter la vie. C'est aussi un grand classique, je crois, dans l'édition. L'éditeur choisit le titre, c'est pratiquement jamais l'auteur. Alors, comment est-ce que vous fonctionnez pour choisir un nouveau titre? Ce serait ma question. Je sais pourquoi vous posez cette question-là. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence entre un chouette titre, par exemple, pour un texte publié sur Internet ou pour un texte publié en version papier? Alors, question très intéressante. Moi, le titre, je le pense de la même manière en papier que sur Internet. Et je sais que les auteurs détestent qu'on touche à leur titre, mais ça, c'est vrai que c'est un boulot qui n'est pas seulement littéraire, mais c'est aussi très commercial. En fait, moi... Si par exemple un texte qui est... J'ai pas d'exemple comme ça, mais il faut pas que le titre soit trop long.
Surtout pour le web, hein, ça c'est sûr. En plus, j'ai des logiques de titrail et de couverture où c'est pas très beau quand c'est des titres à rallonge. Et puis, il faut que... En général, je crée jamais le titre, moi. C'est-à-dire que je propose, c'est seulement des extraits du texte, qui sont pour moi les phrases les plus importantes. Les phrases qui me... Alors, évidemment, idéalement, il faut que ça résume le texte, mais en fait, j'aime pas trop les titres où, quand on les lit, on sait déjà ce qui va se passer. Donc, c'est vraiment quand j'ai pas trop d'idées que je prends un titre très descriptif. Mais je sais que ça fait toujours polémique et je dois parfois me battre vraiment avec les auteurs du site pour et quand ils sont vraiment pas d'accord, c'est eux qui décident. Et il y a une autre raison toute simple, c'est que donc il y a 580 textes qui sont publiés sur Raconter la vie. Il faut pas qu'il y ait deux titres qui se ressemblent. Donc, il faut que je varie en permanence voilà, et j'essaye de proposer des synonymes dans ce cas-là, mais deux titres qui se ressemblent, c'est vraiment le pire pour moi parce que c'est deux titres qui se confondent et du coup, les gens, il faut pour qu'un texte reste dans la tête, faut que le titre, il le reste aussi, quoi. Donc ça, ouais, je sais que c'est un peu injuste pour les auteurs, mais même pour des grands auteurs, on le fait aussi, quoi. Ça, c'est ouais, non, mais c'est vrai que c'est aussi du marketing, c'est aussi du commercial. C'est comme ça. Céleste? Moi, j'ai 1000 questions, comme d'habitude. Ma première question, c'est sur la poésie. Parce que est-ce qu'on peut raconter la vie en poésie? Est-ce que vous en avez reçu et comment vous l'abordez? J'adorerais. J'en ai reçu que 2 que j'ai publiés, qui sont en effet à la frontière du slam et de la poésie. J'aimerais en avoir plus. Malheureusement, j'en reçois très très peu. Et j'en ai reçu du vraiment, vraiment mauvais, quoi. Enfin, j'ai tout essayé pour le sauver, mais le truc, c'est que les rimes, c'est très contraignant pour mon format. Parce que du coup en plus comme quand tout est à la ligne c'est infini quand on scrolle là sur internet, donc moi je préfère vraiment des textes plus compacts, mais ça c'est parce que c'est les formats de Raconter la vie, mais j'adorerais. J'ai demandé même à des copains qui sont poètes, qui sont publiés ailleurs, d'essayer de me faire voilà, un petit texte rapide et ils ont essayé mais ils n'y arrivent pas du tout, quoi. Il y en a certains qui m'ont dit non mais je peux pas, moi je raconte pas d'histoire, quoi. Moi c'est donc je dis bon bah, voilà, mais j'aimerais bien, si vous avez des idées, aiguillez-moi. Mon autre question, c'était pour la protection des textes, parce que vous avez dit donc les textes ne vous appartiennent pas, qu'ils restent à l'auteur. Donc à ce moment-là, est-ce que lorsqu'on vous les envoie, ils sont tout de même protégés Oui, par le service juridique du Seuil. Ouais. Bon, on ne sait jamais, en cas de plagiat, nous on a notre service juridique qui protège les auteurs du site. Ouais, on est obligé, parce que sinon, quand même. Et ma dernière question, tu veux parler d'abord? C'est à propos des e-liseuses et ce genre de choses. Qu'est-ce que vous pensez de ce format et est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on a assez exploité? Parce que, mon avis personnel, c'est qu'on a trop essayé de copier le livre papier alors que c'est un format numérique et que ça pourrait offrir tellement de choses. Enfin, ce serait très compliqué à gérer et c'est certainement coûteux aussi. Mais ça rendrait peut-être l'objet plus attractif qu'il ne l'est. Donc, c'est quoi votre avis sur la question? Voilà, moi je lis pas du tout sur liseuse, je devrais, hein. Mais moi en tout cas ça ne me donne pas du tout envie de lire, peu importe les formats, et je trouve qu'il y a beaucoup de boulot à faire en ergonomie et en objet. J'aimerais qu'un l'objet soit esthétique, que moi il me plaise, que j'ai envie de l'acheter. Déjà je trouve ça beaucoup trop cher, et quand c'est des liseuses qui sont pas chères, ça te pète entre les mains au bout d'une semaine, c'est insupportable. Et voilà, moi je trouve que c'est pas du tout une lecture qui est confortable. Je préfère largement lire sur l'ordi que lire sur la liseuse. Mais je pense que Apple va nous révolutionner ça dans quelques années, j'espère, mais j'aimerais bien. Mais ce serait plus pratique pour moi. Mais c'est vraiment, j'arrive pas personnellement à lire sur ça. Parce que aussi Omar Benlala, vous parliez d'un cyber-roman. Donc quelque chose qui est vachement interactif, participatif, avec différents supports. Est-ce que ça vous intéresserait, vous, que les liseuses développent ce genre de choses avec la possibilité de rajouter vraiment une image véritablement mouvante, du son, de se rapprocher un petit peu plus de la tablette finalement pour ouvrir ce qu'est un livre? Ouais, en tout cas, moi, ça me plairait beaucoup de trouver ce genre d'objet. Et si j'ai pensé au concept du cyberroman, c'est aussi pour dépasser l'expérience en fait, du livre papier qu'on retrouve finalement sur l'écran. Il n'y a pas grande différence, on tient quelque chose et on lit. Et c'est pour aller dans le sens de votre question,
C'est ça, quoi. Le cyberroman, ça servira à ça, à prolonger l'expérience sensorielle autant qu'il est possible de le faire. Donc avec la vidéo, de l'image, de la musique, de la 3D peut-être un jour, vu que ça arrive. Donc oui, bien sûr. Mais l'édition numérique est vraiment en train de se développer, c'est pour ça que je dis Apple, je plaisantais, mais il y a une structure à Paris qui s'appelle le Labo de l'édition, qui encourage toutes les initiatives numériques autour de l'édition, et donc il y a plein de jeunes entrepreneurs qui ont un local qui est financé, et qui sont en train de créer des applications pour justement permettre de lire un texte autrement et de manière très agréable sur des liseuses. Je t'en avais parlé, Omar, je crois, mais je pense que ça va, dans quelques années, je suis sûre qu'ils vont nous révolutionner ça, j'espère. Il y a une question devant et après, madame. Bon, moi, Céleste m'a un peu ôté l'eau de la bouche, mais je voudrais savoir comment vous deux, vous envisagez votre démarche dans le paysage littéraire. Est-ce que vous considérez comme avant-gardiste ? Comment est-ce que vous voyez votre place dans la temporalité littéraire ? Parce que est-ce que vous pensez que ça va, votre démarche va ouvrir d'autres types de contenus ? Est-ce qu'elle va ouvrir aussi la littérature à d'autres types d'auteurs ? Alors, raconter la vie, on n'a pas de limite de durée. On ne s'est pas dit l'année prochaine, on arrête tout parce que ça ne marche pas. C'est-à-dire que pour continuer le site internet, il faut quand même qu'on vende des livres. Donc ça, c'est la base financière inhérente au projet. Mais vraiment, l'essence du projet, c'est quand même de construire une bibliothèque numérique gratuite qui serait utile pour les chercheurs de demain, pour les Français d'aujourd'hui, pour les citoyens, pour absolument tout le monde, pour peut-être pas mieux comprendre la société, ça ce serait très prétentieux, mais pour la comprendre autrement. Voilà, c'est des pistes. Et si dans 20 ans, un sociologue s'intéresse de très près à raconter la vie, peut-être que ça l'aidera à comprendre la France il y a 20 ans. Enfin voilà, c'est vraiment le projet. On a, pour être tout à fait honnête, au début, on n'avait pas trop de prétentions littéraires. On est très politique, c'est un site qui n'est pas militant, parce qu'on n'appartient pas à un parti ou quoi que ce soit, mais d'un point de vue démocratique, pour nous, c'était assez novateur. Et il n'y a pas d'initiative tout à fait parallèle. Même à l'étranger, il y a, je ne sais pas si vous connaissez François Beaune, qui est un auteur qui est publié chez Vertical, qui avait fait dans le cadre de Marseille-Provence quelque chose qui s'appelle Histoire Vraie, qui est un site internet où il allait à la rencontre des Marseillais ou un peu dans la région, et il leur disait racontez-moi votre histoire. Sauf qu'il retranscrivait le texte, c'est en général très très court, et il le touchait absolument pas. Et moi, par exemple, ça me pose problème parce que je ne peux pas le lire, parce que c'est constellé de fautes d'orthographe, que c'est intéressant d'un point de vue sociologique, mais d'un point de vue littéraire, moi, je ne peux pas, quoi. Enfin, c'est mal foutu, voilà. Donc on a hésité au début, parce que c'est vrai qu'on les reprend, les textes, mais on est quand même le seuil, on ne peut pas se permettre de publier des textes avec des fautes d'orthographe. Donc voilà, ça, on a réfléchi, et nous, ce qu'on aimerait aussi, c'est qu'il y ait des initiatives parallèles, ce que vous disiez, qui naissent autour de ce projet-là. Et on a été contacté par un syndicat, qui est le SGEN CFDT, qui voulait lancer un site, qui avait adoré raconter la vie, et qui voulait lancer un site pour leurs syndicalistes, pour qu'ils racontent, donc de l'éducation nationale, pour qu'ils racontent leur expérience. Et donc on s'est rencontrés 3-4 fois, me semble-t-il. On a fait une sorte d'audit bénévole, et on leur a expliqué comment on avait fait, nous, avec qui on avait travaillé, dans quelle structure. Et ils ont lancé Raconter le travail il y a quelques mois. Voilà, c'est pour dire que voilà, nous, on aimerait qu'il y a plein de gens qui s'emparent de l'idée et qui la déclinent avec leur spécialité, quoi. On a, je sais pas si vous connaissez, alors ça c'est un truc incroyable, le Labo des histoires, j'en parlais tout à l'heure, mais je vous incite vraiment à regarder. C'est les ateliers d'écriture pour les 9-25 ans. Pareil, on est en train de travailler avec eux de manière assez étroite. Eux, ils ont un site, mais ils publient leurs textes, mais sans du tout les retravailler après leur atelier d'écriture. Moi, je vais essayer de récupérer les textes, de les éditer à minima, et après de les republier sur notre site internet pour les diffuser en plus. J'ai oublié une question, pas ? Non, c'est bon. Non, par contre, il y en a une derrière. Oui. Vous pouvez me répéter la question ?
En tout cas, j'espère, concernant l'écriture sur Internet, le cyberroman. Et je me demande même comment est-ce que ça n'existe pas encore. C'est assez étonnant, ça doit faire 2 ans que j'ai mis ça que j'ai commencé à écrire Inspire, enfin l'histoire de Gabriel Santo, et j'y ai tout de suite pensé. Et je me suis dit, bah zut, on va me prendre l'idée, ça va se faire, et puis tant mieux, quoi. Et je regarde, en fait, et ça se fait pas. Je trouve ça assez étonnant, vu que tout le monde maintenant est sur Internet, a des vidéos, etc., enfin poste des vidéos. Et je trouve que ce serait bien, parce que c'est, d'une certaine manière, moi je suis pas un écrivain confirmé, j'ai arrêté l'école en 3e, etc., je connais pas grand-chose en littérature. Et je me rends compte, en fait, que l'écriture, enfin la littérature, c'est un peu comme l'esprit, et j'ai souvent l'impression, face à un livre, qu'il manque le corps. Enfin, ce qui pourrait devenir le corps. Et pour beaucoup de gens, l'esprit, ça suffit, tant mieux. Et moi, je trouve que c'est possible aussi de rajouter un corps à l'esprit, surtout quand l'esprit est beau. Et donc, le cyberroman servira à ça. Ce serait l'enveloppe qui irait avec la lettre. Donc, peut-être que c'est quelque chose d'avenir, mais en tout cas, pour moi, j'ai l'impression que ça peut le devenir. Il y a une question au fond. Oui, c'était sur votre rapport au livre papier, justement, parce que tous les textes de Raconter la vie ne sont pas publiés sur papier. Donc est-ce que ça constitue encore une promotion que d'être publié sur papier? Je ne sais pas. Ou... Voilà. Alors vous parlez de là, parce qu'en fait, donc, il y a vraiment 2 segments. Il y a les livres papier, donc, qui est des auteurs qu'on contacte en amont, donc qui n'ont pas publié sur le site internet. Donc ça, c'est notre réseau. Voilà, et les auteurs du site internet, l'idée, c'était vraiment de publier au même niveau les anonymes et les écrivains confirmés, ou les universitaires confirmés. Moi, j'aimerais qu'il y en ait plus. En 1 an, on a publié un seul livre du site internet. C'est pas parce qu'il est meilleur que les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement de valeur. C'est une question vraiment de thème qui n'a pas été abordé dans les médias, en littérature. Voilà, nous, en plus, on a eu de la chance avec Omar parce qu'on a trouvé qu'il y avait une très belle plume. Ça nous a plu tout de suite. Mais c'est vrai que je pense que même si ce texte avait été beaucoup moins bien écrit, je pense qu'on l'aurait publié en le retravaillant parce qu'il y avait l'histoire. Et cette histoire-là, nous, on l'a entendue nulle part ailleurs. Et c'est vraiment... Après, il y a des textes vraiment très beaux sur le site, mais il y a eu déjà tellement d'articles, il y a eu déjà des documents, des captations radio, on peut pas prendre ça, ce serait vraiment... on va faire un four, quoi. Enfin, on peut pas le défendre mieux que s'il y a déjà 20 textes qui ont été publiés sur le même sujet. C'est malheureux, mais voilà, en ces temps de surproduction éditoriale, on peut pas lutter contre ça, quoi. Est-ce que ça veut dire que vous avez encore un attachement au livre papier, justement, ou... Ah bah oui. Mais oui, qui n'est pas concurrent, quoi. Non, pas du tout. Pour raconter la vie, c'est vraiment juste pas la même chose, en fait. Après, ça, ce serait voilà. Après, j'ai mon point de vue personnel, mais voilà, il y a pas de. C'est pas parce que les textes restent sur le site internet qu'ils sont moins bons qu'en papier. Enfin, c'est juste ça. Merci. Oui, Yusra. Ouais, bien sûr. Ouais. J'aimerais beaucoup. Prends le micro parce qu'on est enregistré. Prends le micro. Ah, d'accord. À gauche. Ouais, mais j'aimerais beaucoup. J'ai essayé de contacter des auteurs de BD et ils ont été un peu rebutés par le format. J'ai un texte seulement qui est un récit d'un illustrateur qui est parti en Inde et j'ai réussi à intégrer ces illustrations dans le corps PDF. Ça a été une galère sans nom, mais ouais, j'aimerais beaucoup développer ça. Après, ça coûte hyper cher. C'est-à-dire que j'ai fait des devis avec mon développeur et c'est vraiment un gros investissement. C'est-à-dire qu'on ne le fera pas si on va en recevoir 1 ou 2, ça ne vaut pas le coup. Mais j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup que Raconter la vie soit aussi du texte, soit aussi de la BD. Ce serait top. Une autre question, après je me dirigerai vers Omar parce qu'on a des choses à lui demander. Oui, Marine? Le micro. Oui, merci. Alors, la question, cette fois, est pour vous deux, mais surtout pour vous, Omar Benalla. Je me suis demandé comment est-ce que vous êtes passé d'un texte qui faisait 6-7 pages à un volume qui en fait 70-80, si mes souvenirs sont bons. Est-ce que ça a été une réécriture? Est-ce que ça a été une poursuite du texte initial? Comment est-ce que vous avez abordé cet exercice de deuxième écriture? J'ai trouvé ça extrêmement intéressant.
Et je l'ai abordé en fait avec beaucoup d'enthousiasme, dans le sens où si j'écris aussi d'une certaine manière, c'est pour raccrocher le wagon de l'école, qui a été décroché il y a plus de 20 ans, et même 25. Et en fait, j'ai trouvé ça intéressant parce que l'écriture me plaît aussi parce qu'elle me discipline. Elle me permet de structurer ma pensée, ma parole, mon temps aussi. Vu que quand vous êtes déscolarisé, il n'y en a peut-être pas beaucoup ici que ça concerne, mais en fait, on devient tout et n'importe quoi, tout est possible. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai mis dans ma présentation pour raconter la vie. J'ai mis qu'un bac -3 m'a ouvert toutes les portes. Et c'est la vérité, vu qu'on peut vraiment tout faire. Et ça va 5 minutes, et au bout d'un moment, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti comme besoin, c'est bien d'essayer de se structurer aussi. Et pas complètement, mais au moins un petit peu. Et l'écriture me sert à ça, finalement. Et quand j'ai rencontré les équipes de Raconter la vie et qui m'ont demandé en fait de transformer la barbe, parce que dans mon cas, pour répondre à une des questions, le texte, enfin le titre est resté. Et quand on m'a demandé justement d'en faire un livre, je me suis dit génial, je vais pouvoir poursuivre mon entreprise de structuration. Et ça va me forcer en fait à rester devant ma page, lapsus révélateur, devant ma page en fait régulièrement, etc. Et donc j'étais très content aussi à cause de ça. Une autre question, après je rebondirai. Concrètement, qu'est-ce que ça a changé, Raconter la vie pour vous? Est-ce que vous voyez déjà un changement dans votre façon d'aborder l'écriture et dans votre vie en général? La façon d'aborder l'écriture, oui, complètement. C'est qu'au début, quand j'ai commencé à écrire Inspire sur Internet, donc le petit fan club que j'avais, c'était des amis ou des gens qui avaient lu ça sur Internet, mais pas des professionnels de l'édition. Et du coup, en fait, je croyais que j'étais génial. Et quand au tout début, je pensais que j'étais le nouveau Rimbaud ou je sais pas qui. Il suffisait qu'en fait, dans mon environnement, qui est un environnement, en fait, la plupart de mes amis sont déscolarisés aussi, ou enfin ont eu beaucoup de mal avec l'école. Et il suffisait en fait d'aligner 3 phrases pour être le génie de la bande. Et ce qui était mon cas. Donc pour moi, c'était voilà quoi, j'allais réussir, etc. Et en rencontrant des professionnels de l'édition, comme par exemple Pauline ou son équipe, je me suis rendu compte que j'étais à des années-lumière de ce à quoi pouvait ressembler un texte fini, quoi, un texte de qualité. Et je me suis mis au boulot. Et donc à ce niveau-là, ça a tout changé, ça a changé beaucoup de choses. Il paraît que j'avais un talent et maintenant il fallait justement essayer de le mettre au propre. Et dans ma vie de tous les jours, mis à part de venir dans un amphi ou... Bah si, parle-nous quand même un peu de la médiatisation. Et la médiatisation, ouais, il y a un petit changement en fait, parce que la barbe est sortie le 15 janvier et en fait la médiatisation continue plus de 3 mois après. Et je trouve ça bien parce que ça me permet de rencontrer des gens, d'aller dans des endroits où j'aurais jamais pensé me retrouver, comme par exemple j'étais avec Jean d'Ormesson et Alain à Vichy il y a 2 semaines. Donc au milieu de ces personnages. Mais aussi dans un séminaire de sociologues à Paris 8. À Paris 8, avec 2 grands sociologues, 2 éminents sociologues. Tu as rencontré des enfants de la Goutte d'Or. Ouais, voilà, les enfants de la Goutte d'Or. Et puis j'ai rencontré pas mal de journalistes, etc. Une fille modeste, mais t'as rencontré quel média? Genre le Monde, le Figaro, Canal+, voilà. La Croix, enfin voilà. France Inter, France Culture. Là, il y a des petits trucs, quoi. La prochaine émission, je crois que c'est sur France Culture, le 11 mai. Et donc voilà, ce que ça... En fait, c'est marrant parce que ça change, mais ça change pas, parce que si vous avez lu La Barbe, j'ai une vie tellement, tellement singulière que voilà, rencontrer un journaliste du Monde, pour moi, c'est rencontrer quelqu'un, finalement. Donc ça change pour les gens un peu autour. Par exemple, on m'a reconnu, Monsieur Bellala, tout à l'heure, dans le tram, ça m'a fait bizarre. J'allais sortir ma pièce d'identité pour... Enfin bref. Et voilà, quoi. Donc finalement, ça change, mais ça change pas tant que ça dans mon esprit. J'ai rencontré tellement de gens incroyables et dans des circonstances incroyables que j'ai l'impression que finalement, ça continue. Oui, une question ? Si vous envisagez donc de gagner votre vie avec ça maintenant, d'être écrivain à plein temps, je voulais savoir si c'est pas trop indiscret de savoir comment vous gagnez votre vie aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors je suis écrivain babysitter. C'est un concept à déposer comme le cyberroman. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été licencié. Je travaillais pour le studio Harcourt. J'ai travaillé avec eux pendant presque 1 an et j'ai été licencié pour motif économique. Et en étant licencié, en fait, on m'a proposé un autre boulot juste après. Et je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer de m'essayer à l'écriture.
Donc je me suis donné en fait 1 an pour essayer d'y arriver. Et ça a duré quelques mois pour les acédiques, parce qu'on est payé pendant quelques mois plus ou moins à taux plein. Et après, comme c'était un peu plus compliqué, donc j'ai pris un job de babysitter. Donc aujourd'hui, je travaille, on va dire, à tiers-temps. Et ça me permet de cumuler ça avec le RSA. Donc je dois gagner à peine 1 000 € par mois. Mais ça va, je suis assez content parce que ça me permet de dégager du temps. Et je suis bien accompagné. Donc la personne qui m'accompagne, en fait, me soutient énormément. Et la deuxième chose, en fait, pour l'écriture, maintenant, je m'y consacre vraiment tous les jours. Donc je travaille minimum 8 heures par jour à l'écriture. Et c'est pour ça que je parlais de structurer, en fait, ma pensée, le personnage, enfin l'emploi du temps, etc. Et je me rends compte, en fait, que je suis en train de mettre un pas dans quelque chose d'assez incroyable. Donc ici, j'imagine qu'il y a des spécialistes de la littérature, etc. Et voilà, quoi, je suis vraiment un espèce de petit embryon qui est en train de voir la lumière, et je me rends compte que c'est vraiment le champ des possibles, mais que la condition, en fait, pour voir ce monde merveilleux, c'est de s'y mettre. Donc je m'y mets maintenant, et de là à savoir si je vais devenir un écrivain plus tard ou pas, je ne sais pas du tout. Là, je suis en train de terminer un prochain texte, en fait, que je vais bientôt envoyer à Pauline. Elle n'est pas encore au courant. C'est sur un coach sportif, tu vas voir, c'est très drôle. Et voilà, un métier encore assez méconnu. Et voilà, quoi, je termine je m'occupe de la 2e saison de Gabriel Santo, que j'aimerais sortir à la fin de l'année. Mais voilà, mon objectif aujourd'hui, c'est pas de devenir un écrivain, c'est de me mettre au travail. Et je suis en train d'y arriver petit à petit, et pour moi, c'est déjà extraordinaire. Il y avait une autre question, Esra. Alors, on parlait tout à l'heure de la question de la réception. Je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais je voulais savoir, sachant que votre roman est sorti après les attentats de Charlie, est-ce que vous pensez que, quant à cette question de la réception, ça a eu une incidence ou pas ? Oui, forcément, ça a eu une incidence, mais je pense que ces événements ont une incidence sur nos vies à tous, d'une manière ou d'une autre, et un peu plus dans mon cas, enfin dans le cas du livre, parce qu'il est sorti le 15 janvier, on était en plein dedans, et je crois qu'il y a une promo qui était prévue le jour de la sortie et qui a été annulée, donc des gros organes de presse que je ne citerai pas, mais les plus gros pratiquement, et ce qui s'est passé, en fait, c'est que c'est pas plus mal, c'est un mal pour un bien, parce que ça a permis, en fait, de positionner le récit, qui n'est pas du tout un récit djihadiste, où c'est un jeune qui devient un adolescent, qui devient un adulte en passant par la religion, mais aussi par la discothèque et par plein d'autres endroits. Et ça a permis de le positionner plus, en fait, d'une manière littéraire et sociologique, presque, j'ai envie de dire, que dans l'émotion de l'attentat. Et donc moi j'étais assez tranquille pour ça, mais c'est vrai qu'il y a eu, au niveau de la maison d'édition, etc., il y a eu une réflexion au niveau des médias aussi, et puis je peux tout à fait le comprendre. Et moi je suis très content, en fait, qu'on ait mis un peu plus de temps à en parler pour justement laisser venir le temps de la réflexion. Je précise juste que le texte d'Omar, il était planifié et programmé dans notre programme éditorial 6 mois à l'avance. Il devait sortir en septembre, voilà, normalement. C'était un hasard terrible. Et c'est vrai que les équipes du Seuil, de marketing, de la presse et du commercial étaient assez embarrassés, avaient vraiment été très inquiets au sujet de la parution du livre d'Omar. Et on a eu, à part en effet ces désistements inopinés, mais on n'a pas du tout eu de problème par la suite. Enfin, il n'y a jamais eu d'articles vraiment très malveillants. Non, jamais. Mais d'ailleurs, la question est intéressante parce que c'est la première fois finalement aujourd'hui qu'on m'invite en tant qu'écrivain. On fait souvent appel à moi par rapport au livre, par rapport à mon passé de jeune musulman. Ce qui est, je peux bien le comprendre aussi, mais bon, c'est un livre que j'ai écrit. Donc, comme disait Pauline, il y a une tentative de plume. Et enfin voilà, quoi. Je ne sais pas si je suis écrivain, mais en tout cas, j'ai écrit un livre. Donc, j'aimerais aussi qu'on en parle comme d'un livre, et pas forcément comme d'un parcours. Et donc, c'est la première fois, après avoir fait pratiquement tous les plus grands organes de presse, qu'on m'invite. Et c'est dans une université, donc je suis très content, pour parler en fait du Omar écrivain. Merci à vous tous. Je vous remercierai jamais assez. Donc voilà. Bon, j'en profite en fait pour réagir à plusieurs éléments en fait, notamment sur l'articulation entre éthique et esthétique. Tu as dit quelque chose, Pauline, qui m'a un petit peu troublée sur la charte morale de raconter la vie. Quand tu dis que certains textes sont dérangeants parce qu'ils contiennent des propos homophobes, racistes, sexistes, mais
Voilà, la vie, c'est aussi ça. Témoigner, c'est aussi ça. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'avoir, par exemple, le témoignage d'un raciste décomplexé sur le mode « oui, je vote FN et alors ?» voilà, ou d'un homophobe, ou bien d'autres choses. Il a été fait allusion, en fait, à ce texte de Daniel Lebras, qui est un texte assez dérangeant, parce que c'est le texte, en fait, d'un garçon qui est réalisateur de documentaires et cinéaste et qui... ce qui est vrai d'ailleurs, ça, je crois. Ça, c'est vrai, qui met en scène en fait un cancer qu'il n'a pas. Donc c'est un texte qui peut paraître assez obscène si on en fait une certaine lecture. Et je me tourne vers toi, Omar, parce que tu as écrit sur Raconter la vie un texte qui n'est pas un texte de fiction, mais qui est un texte qu'on t'a commandé en tant que lecteur du mois. Alors on n'a pas encore parlé de cette catégorie, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Raconter la vie invite des individus, il y en a dans cette salle, ça peut être des auteurs du site, ça peut être... il y en a 3. Ça peut être des militants, ça peut être... des bibliothécaires, des universitaires, des gens qui ont des associations, enfin voilà, tout simplement des gens qui sont engagés dans la vie sociale, qui sont engagés dans la cité, à donner leur avis sur des textes qui les auraient marqués. Voilà, une sélection de textes du mois. Et Omar a été invité. Et à ce titre, il est assez représentatif finalement de la communauté Raconter la vie, parce qu'il a été à la fois auteur du site, auteur du site, auteur de la collection et commentateur, lecteur du mois. Et dans ce commentaire, qui s'appelle « Sans commentaire », point d'interrogation, tu t'intéresses justement, Omar, en fait, au statut du commentaire Internet, à la place qu'a pris le commentaire sur Internet. Et tu reviens sur ce texte-là en disant que toi, il ne t'a pas paru obscène, qu'il t'a semblé intéressant parce que la fiction fait partie de la charte de Raconter la vie, parce que la différence entre le réel et le fictif est très très poreuse. On le voit dans les autobiographies, ne serait-ce que parce qu'il y a un processus de reconstruction quand on écrit de manière rétrospective. Voilà. Et toi-même, en fait, tu t'étais prêté à l'exercice parce que tu as posté sur Raconter la vie un texte qui s'appelle « Circuler », qui est le portrait d'un agent de point école, ces personnes qui font circuler les enfants sortis de classe. Et en fait, ce texte, qui paraît être de l'ordre du témoignage, est un texte fictif. Alors, voilà, je voulais t'interroger, en fait, sur... Tu savais pas tu ne savais pas Attends, un texte basé sur l'observation de faits réels. Voilà. Parce qu'en fait, entre le regard du sociologue et la fiction, bon, on ne peut pas parler encore du bouquin de Jean-François Lahaye parce qu'il n'est pas sorti, mais c'est un bouquin qui porte sur les gardiens d'immeubles, qui s'appelle Dans l'œil du gardien, qui va sortir et qui est vraiment génial, qui est très très bien écrit, qui est très littéraire, et c'est écrit par un sociologue. On ne sait pas en fait si voilà, il a sublimé ce qu'il a vu ou si c'est vraiment le réel qui nous décrit. Alors, moi, ce que je vais te demander, Omar, puisque finalement, tu as pratiqué tous ces formats, que tu es passé d'un petit texte, La Barbe, à un texte de 100 pages, qui a gardé le même titre, mais du coup, on a dû débaptiser le premier texte. Ça aussi, c'est intéressant de voir que le lecteur, lui, s'y perd. Hein, les 2 textes s'appellent La Barbe, donc du coup, le lecteur se dit « Mais pourquoi je vais payer 7,90 € un texte en librairie, alors que je peux l'avoir sur le net ?» Mais il fait que 7 pages. Ils vendent 7,90 € un texte de 7 pages, vous voyez. Donc, pour bien montrer, en fait, la porosité... voilà, sur cette question du commentaire, toi, tu y as été sensible, tu réponds systématiquement à tous les commentaires qui sont faits. Est-ce que c'est important pour toi et si oui, pourquoi c'est important de répondre en fait à chacun de tes lecteurs, qu'ils soient anonymes ou connus, que ce soit des auteurs du site ou pas? Pourquoi c'est important pour toi? Tout simplement parce que c'est quand on m'adresse la parole, on m'a appris à répondre. Donc, que ce soit sur Internet ou en vrai, en fait, quand on me salue et qu'on m'adresse la parole, je réponds. En fait, ça va pas plus loin que ça. Donc, j'essaie de le faire autant que possible. Ça étonne pas mal de lecteurs qui me disent « Mais vous nous répondez ?» Je dis « Oui, vous m'adressez la parole, je vous réponds. » Et apparemment, il doit y avoir des gens un peu stars qui ne répondent pas. Et moi, tant que je peux le faire, je le fais. Voilà. Donc, est-ce que tu as le sentiment d'appartenir à une communauté ou est-ce que tu trouves que c'est un mot qui est trop utilisé, qui s'est banalisé, qui s'est vidé de son sens? C'est drôle parce que c'est un mot que je n'ai pas encore cherché dans le dictionnaire, parce que maintenant, mon livre de chevet, c'est le dictionnaire. Donc, c'est un mot que j'entends depuis toujours. Et j'ai cru faire partie d'une communauté pendant longtemps, c'est ce que j'explique dans le livre. Et finalement, en fait, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Je me rends compte là maintenant avec la question que c'est un mot qu'on utilise beaucoup, je ne sais pas vraiment la définition. Peut-être que quelqu'un ici peut y répondre.
Non? Ah. Oui, il y a une question? Bon, pour en revenir à la question du commentaire, j'ai cru comprendre que vous n'aviez pas eu trop de trolls. Une seule. D'accord. Mais une... Bien. Avec de multiples avatars, une même personne, mais... Comment vous avez fait pour gérer la question? C'était compliqué. Et en plus, cette personne s'en est... Alors, donc, j'ai vraiment eu un problème. C'est déjà assez rare. J'avais très, très peur au début que ça aille dans tous les sens. Voilà, donc j'ai pris la décision de supprimer tous ces commentaires au bout du 50e commentaire posté. Parce qu'au début, je me disais, c'est un espace démocratique, je ne supprime rien. Quand ça va trop loin, je m'exprime au nom de Raconter la vie en disant essayer de respecter les auteurs, leur histoire. Sauf que je me suis rendu compte que moi-même, ça me blessait, alors que c'était pas mon histoire, parce que c'était... en plus, ça concerne 2 personnes dans cette salle, et c'est vrai qu'à chaque fois, c'était extrêmement violent, à la fois envers ces personnes et envers le projet, en disant que c'était du marketing. Voilà. Je pense que cette personne, ce troll, on va l'appeler... voilà, il y avait des petits soucis avec la religion et elle est allée vraiment très très loin. En plus, c'est quelqu'un que j'ai rencontré parce qu'on a fait une journée à l'Assemblée nationale avec les députés, une journée de conférences, de réunions, et j'avais senti qu'elle était vraiment très étrange, mais je m'étais dit, elle est dans une situation vraiment difficile. En plus, elle a publié un récit. Je voulais pas l'écarter parce qu'elle avait l'air bizarre. Je me disais, là, ce serait pas cohérent avec le projet. Donc, j'ai invité et je me suis dit, oh là là, mais en fait, elle est tarée. Enfin, c'est-à-dire qu'elle a vraiment déversé son fiel sur le site. Et à chaque fois, j'écrivais à Omar, j'écrivais à l'autre personne en disant, oh là là, je suis désolée, je peux pas tout effacer. Et j'ai senti que dans les réponses de ces 2 personnes, c'était dur, quoi. Ça a vraiment fait mal. Et puis, à un moment, je me suis dit, bon, tant pis, je l'informe et je la désinscris, quoi. Enfin, du coup, maintenant, elle peut plus se réinscrire parce que ça. C'était pas encore qu'on soit pas d'accord, évidemment, tant mieux, c'est le principe, mais que ce soit insultant et vraiment discriminant et rageux, ça, c'est pas possible, quoi. J'ai demandé un peu à mes amis qui sont un peu community managers, qui travaillent un peu dans, mais genre, comment tu fais, toi? Et tout le monde m'a dit, tu bloques, tu vires, tu passes à autre chose. Donc maintenant, je suis intransigeante avec ce genre de choses. Oh non, si on agresse les auteurs du site, ça va, quoi. La question du commentaire, c'est une vraie question parce qu'évidemment, on peut commenter sans avoir lu. On peut commenter à côté. Le contre-commentaire, il a aussi des vocations. Enfin, il a aussi une vocation. Et là, en l'occurrence, avec le livre d'Omar, c'est particulièrement visible parce que le sujet est sensible. Il est devenu encore plus sensible après les attentats. Et donc, il y a toujours une sorte de suspicion. La suspicion, elle porte évidemment sur l'auteur du témoignage, qui peut se protéger en rappelant que c'est justement un témoignage et que donc il n'a pas à être généralisé. C'est pas un livre qui porte sur l'islam ni sur les musulmans de France, mais c'est le récit du parcours d'un individu. Mais la suspicion, elle porte aussi sur les éditeurs. Et là, ça pose d'autres problèmes. C'est comment pouvez-vous publier un tel texte? Après Charlie, comment osez-vous publier un tel texte? On a été très attaqués, quand même. Voilà, donc là, c'est quand même intéressant parce qu'on retrouve aussi des questions qui sont celles de la liberté d'expression, de l'éthique, voilà, des conditions de publication. D'ailleurs, à ce sujet, en fait, cette personne m'a envoyé en message privé un dessin. C'était juste après, juste après les attentats. Et le dessin, en fait, c'était parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'elle n'a jamais lu La Barbe. Mais je pense que non, elle a refusé de le lire. Est-ce que quelqu'un qui demande à quelqu'un, est-ce que tu as lu La Barbe? Et la personne lui répondait, en fait, non, je sais ce qu'il y a dedans, tout est dans le titre. Et en fait, elle m'a envoyé ce message en privé, puis elle m'a dit faites attention, la médiatisation. Enfin, elle était limite bienveillante dans le message privé. Donc, je lui ai répondu aussi avec beaucoup de courtoisie, merci beaucoup, etc. Merci de votre dessin, je l'accrocherai bientôt, etc. Et en fait, à partir de là, elle s'est lâchée, quoi. Je sais pas si peut-être ma photo, peut-être, je sais pas. Je sais pas. Cette question de la médiatisation, c'est une vraie question parce que cette médiatisation, elle fait du bien au livre, elle peut lui faire du bien en termes de vente, mais il faut quand même souligner, pour avoir jeté un petit coup d'œil en fait à la revue de presse, je peux en parler, que les journalistes modifient le propos, le tronquent, n'hésitent pas à l'infléchir, lisent dans le livre
ce qu'ils veulent bien lire. Donc on a fait de ce livre un bréviaire de la désislamisation, on a fait de ce livre un signal d'alarme, on a fait de ce livre beaucoup de choses qu'il n'est pas. Et quand tu dis qu'en fait la réception a été bonne, elle a été bonne au sens où les journalistes sont toujours élogieux, mais est-ce qu'ils sont élogieux pour les bonnes raisons, On peut quand même citer cet article du Figaro qui, après avoir salué ton talon de plume, dit en gros, je schématise, mais de jeunes Arabes comme ça, c'est-à-dire de jeunes Arabes qui savent parler français et qui savent écrire, on en veut bien, bienvenue en France. Et là, je cite textuellement. Je précise que je suis né à Paris. Voilà. Et que tu vis pas dans un studio. Et que tu vis pas dans un studio. Non, parce qu'en fait, je l'ai invité à la maison et j'habite dans un 2 pièces. Et il a bien vu les 2 pièces, qu'il a posé son manteau dans le 2 pièces et il commence l'article par dire un vétuste studio, auteur de. Ah, mais c'est véridique, vous pouvez aller sur le Figaro et donc c'est. Voilà. Voilà, mais j'aimerais bien qu'on en parle quand même, parce que tous ces clichés-là, le misérabilisme ou le stéréotype du jeune de banlieue, constamment, il faut le savoir, Omar est présenté comme un jeune de banlieue, alors qu'il est né, qu'il a grandi à Paris, et que le livre retrace aussi ses multiples voyages à travers le monde, et pas seulement au Pakistan, comme certains aiment le souligner, parfois on trouve même Afghanistan, alors qu'il n'y est jamais allé, mais en Inde, au Bangladesh, en Afrique noire, au Moyen-Orient, à New York, sur l'île de la Réunion, etc. Ça, c'est une vraie question aussi auxquelles sont confrontés les jeunes auteurs. C'est, une fois que le texte est publié, en quelque sorte, il ne nous appartient plus. Et est-ce que je voudrais t'interroger sur la prise de risque et peut-être interroger aussi Pauline, parce que publier un auteur méconnu, c'est un pari risqué. Il y a certainement une plus-value, mais ça expose aussi beaucoup. Et je voulais savoir, toi, qui a commencé par publier des textes sous pseudonyme et qui ne souhaitait pas, à l'origine, exposer ton parcours, pour des raisons aussi professionnelles, des raisons d'insertion, d'intégration, comme on dit maintenant. Qu'est-ce que tu en retires et est-ce que ça t'a coûté de t'exposer comme ça ? Non, en fait, moi, ce que je voulais, quand les éditions du Seuil, à travers Raconter la vie, m'a proposé de faire un livre, donc c'était apporter ce témoignage et essayer de faire du bien à travers ce témoignage, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont, surtout l'entourage en fait, de jeunes qui cherchent dans la religion, en l'occurrence de jeunes musulmans, et qui peuvent être paniqués par cette démarche, alors que c'est une démarche en fait comme sortir avec sa première copine, ou enfin voilà quoi, c'est un adolescent qui cherche et à travers multiples voies. Et en fait, quand ils m'ont proposé ça, j'ai pas pensé à la réception. Je me suis dit qu'il y aurait certainement des surprises, mais j'ai surtout pensé au bien que ça pourrait faire. Et moi, je sais que dans mon parcours, mon entourage a valsé, si j'ose dire, parce qu'ils n'avaient pas d'informations en fait sur ce que je faisais, sur qui j'étais en train de devenir. Et c'est le manque d'informations finalement qui leur a fait le plus de mal, pour en parler avec eux par la suite. Et ce livre-là, en fait, c'était une certaine manière de donner un peu le parcours, enfin un peu en quelque sorte, parce que c'est pas, tous les parcours sont différents, mais voilà quoi, pour l'entourage des gens qui pourraient se retrouver dans cette situation. Et d'ailleurs, j'ai pas mal de mamans qui reviennent vers moi, de grandes sœurs, de grands frères aussi, etc., et qui me disent, après avoir lu La Barbe, que ça les réconcilie avec leurs enfants, et qui se rendent compte en fait que leurs enfants ne sont pas forcément idéologisés ou alors politisés à l'extrême, etc., en allant à la mosquée, que c'est juste des gamins qui cherchent, quoi. Quand ils disent par exemple ou une de mes interviews, je dis ça, que quand je me laisse pousser la barbe, c'est parce que j'ai de l'acné, et c'est pas pour ressembler au prophète, ou c'est ce que je me dis à ce moment, mais avec le recul, je me rends compte que ça va pas plus loin que ça. Bah, ça leur fait beaucoup de bien. Donc j'ai pas pensé en fait à ce que ça allait devenir. Je me suis dit déjà, on va essayer de faire du bien, et puis après on verra. Et la deuxième raison, c'était de mettre le nom de famille de mes parents sur un bouquin. C'est une certaine manière de leur rendre hommage. Et voilà, c'est quelque chose, je pense, qui restera tout le temps. Et je les ai assez fait courir pour qu'ils s'arrêtent et qu'ils profitent un peu de cet instant. Voilà. Il y a juste 2 trucs que je voulais préciser. Oui, en fait, quand tu disais le Seuil m'a contacté, en fait, Raconter la vie, c'est une filiale du Seuil. Voilà, donc on est 3, donc avec Pierre Rodan Vallon, Pauline Perretz et moi. On est dans des locaux, en l'occurrence de l'Olivier, mais qui est aussi une filiale du Seuil, et on bénéficie de toutes leurs structures déjà existantes, donc diffusion, distribution, marketing, fabrication, commerciale et presse. Voilà, c'était juste pour info. Et la deuxième chose, c'est quand tu disais pour le risque d'exposition pour les premiers auteurs, je pense que le tien, il a été encore plus important parce qu'il s'agit d'un témoignage, que le risque d'un
pour un premier roman, c'est qu'on dise que soit son texte n'ait aucun écho médiatique, donc que personne ne le lise, ou alors qu'on le lise et qu'il soit mauvais. Bon, c'est terrible. Mais là, c'est différent, parce que là, c'est ton histoire. Et voilà. Et là, je pense qu'en tant qu'auteur, bon, c'est compliqué pour moi parce que je ne suis pas très objective, mais en fait, je pense qu'il faut juste faire confiance aux éditeurs. On est vraiment là pour soutenir, pour défendre. On a, quand ça va trop loin, on a tous les services juridiques qui sont en place. Et les gens de la presse, les éditeurs et les gens de la com, on est là aussi pour chouchouter, pour rassurer, pour accompagner. Enfin, c'est vrai qu'au début, je crois que les gens de la presse, ils t'ont accompagné à tes premiers... Je me rappelle plus. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, en fait, d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une demande d'interview, on me demande si je suis d'accord ou pas. On vérifie quand même. Il y a un passage. Les gens ne s'adressent pas directement à l'auteur parce qu'on est là pour le protéger. C'est-à-dire que là, c'était intéressant que le Figaro veuille faire un texte sur toi. Le Figaro ne nous avait jamais accordé le moindre article, que ce soit sur tout, ce qui est quand même assez drôle. Mais là, ce qu'on peut dire, c'est que par contre, Libé et l'UMA ont été complètement absents. Globalement, alors à part les normalement, anarchistes, les médias d'extrême gauche n'ont pas accordé de place à la barbe. Du tout, alors que par ailleurs, tous les médias en fait s'y sont intéressés. C'est assez remarquable. Voilà. On peut se demander pourquoi. Non, c'est sûr, mais ce que je voulais dire, c'est juste, par exemple, si Omar avait... voilà, là, t'as cette faculté d'être toujours assez tranquille et de pas trop être impressionné, donc on t'a fait confiance aussi, mais par exemple, dans d'autres situations, si c'est un premier auteur qui est vraiment très anxieux, très très timide, très mal à l'aise, la personne de la presse ou l'éditeur est là systématiquement, que ce soit dans les rencontres en librairie, que ce soit à la radio, que ce soit dans les médias, en fait, on a le même intérêt, c'est que le livre marche et qu'il n'y ait pas de violence ou de vexation. Et voilà, on est là aussi pour... c'est éditer, de toute façon, c'est défendre et c'est soutenir. C'est pas que diffuser, distribuer et corriger. Ouais, je le sens bien. Moi, je voudrais revenir quand même sur cette question du matériau autobiographique, Omar, parce que ton premier roman, Inspire, était fondé quand même sur des souvenirs biographiques, parce que tu as été approché à un moment de ta vie, je ne sais plus si c'est avant ou après que tu portes la barbe, par des socialistes qui auraient aimé en fait que tu participes au débat collectif sur le lien social, sur l'intégration. Et la barbe est le récit de ta vie, d'un moment de ta vie. D'ailleurs, c'est assez intéressant à souligner. Si ce livre en fait est le seul à avoir été repéré pour publication dans la collection, c'est aussi parce que tu décris 10 ans de ta vie et pas en fait un événement très circonscrit dans le temps. Parce que c'est ça aussi le pari, Pauline, c'est qu'il y a plein de très bons textes du point de vue du contenu comme du point de vue de la forme sur raconter la vie, mais parfois l'expérience qui est décrite est tellement restreinte qu'on a du mal à en faire un livre de 100 pages sur... j'arrive pas à avoir d'enfant ou je viens d'avoir un enfant, on peut faire un texte de 10, 20, 30 pages, mais un texte de 100 pages, c'est plus dur en fait de capter l'attention du lecteur. Donc si le texte d'Omar a été choisi, c'est pas seulement parce que l'islam est un sujet qui intéresse, qui a une demande, mais aussi parce que c'est un texte qui porte sur 10 ans de ta vie. Alors moi, je voudrais t'interroger sur la suite. Est-ce que tu vas continuer à écrire des textes autobiographiques? Tu parlais d'un texte sur le coaching sportif, qui a priori n'est pas un texte autobiographique. Sur ton ami là, non? Oui, ça y est. Alors est-ce que tu peux... Ça se verrait. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, voilà, en fait, j'écris en fait sans vraiment de plan de carrière, pour répondre à votre question. Et j'ai un très bon ami, voire mon meilleur ami, qui est en fait coach sportif et qui a une vie assez incroyable parce qu'il coach entre guillemets les grands de ce monde, donc il voyage en jet régulièrement, etc. Et paradoxalement à ça, en fait, il vit dans un 2 pièces à Paris et il a beaucoup de mal à payer son loyer, bien qu'il soit extrêmement bien payé, mais parce que dans son année, parce qu'il est auto-entrepreneur, dans l'année en fait de travail, il y a 3 mois qui sont consacrés à la formation. Et pendant 3 mois, quand on est auto-entrepreneur et qu'on n'a pas de rentrée d'argent, c'est très difficile de tenir les autres, même si on est bien payé. À sa propre formation, tu veux dire? À sa propre formation. Et pourquoi? Parce que pour avoir cette clientèle-là, il est obligé d'être extrêmement bien formé en massage, en technique de relaxation, etc. Et donc j'ai trouvé ce parcours intéressant et je me suis dit au début que j'allais faire un petit texte pour le poster sur Raconter la vie.
Et finalement, en l'écoutant et en prenant des notes, je me suis rendu compte qu'il avait vraiment une vie incroyable, et les endroits où il allait, etc. Et puis que c'était extrêmement intéressant. Et donc c'est en train de devenir un texte un peu plus conséquent, qui devrait normalement, je devrais mettre un point final normalement la semaine prochaine. En tout cas, j'espère. Et après ça, en fait, j'aimerais terminer l'histoire de Gabriel Santo et puis peut-être écrire quelque chose en fait autour de mes parents, qui eux sont pour moi les vrais invisibles. Et donc je suis en train d'enregistrer mes parents pour recueillir en fait des informations. Pour moi, c'est très intéressant parce que je me rends compte que je les connais pas. C'est mes parents, mais je connais pas grand-chose d'eux en fait, surtout que moi je suis d'origine maghrébine, et en fait c'est des gens dont la culture en fait n'est pas trop de s'épancher sur leur vie, sur leur jeunesse, etc. Et je trouve intéressant de leur tendre le micro et d'écrire en fait sur leur parcours. Et voilà quoi, c'est l'un des prochains que j'aimerais écrire aussi. La question du rapport entre les générations t'intéresse beaucoup dans La Barbe, c'est une des lignes de force, ce rapport au maître. Et un maître qui peut prendre différentes formes, ça peut être le professeur, ça peut être l'imam ou l'émir, comme tu le nommes, ça peut être le père, tout simplement. Oui, pour moi, c'est une des clés en fait de beaucoup de problèmes qu'on a aujourd'hui. C'est le lien en fait à reconstruire entre les générations, parce que moi, je m'en suis rendu compte personnellement. Toutes les réponses que j'ai cherchées à travers le monde pendant toutes ces années, en fait, elles étaient dans la chambre à côté, donc en l'occurrence la chambre de mes parents. D'ailleurs, l'un des titres de La Barbe aurait été peut-être Le maître dort dans la chambre à côté. Et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup Trop long. Trop long, hein. Non, mais La Barbe, c'était quand même le titre original. Et je reçois beaucoup de messages en fait de gens qui me disent en fait que la partie qui les touche vraiment dans La Barbe, c'est le rapport avec les parents, le rapport intergénérationnel. Et ils voient pas du tout le côté musulman, le côté etc. C'est vraiment ce qu'ils retiennent du livre. Et je crois qu'en fait, c'est une clé essentielle des enjeux de demain. Donc voilà, j'aimerais écrire dessus. Des questions ? Yusra ? Bon, j'ai deux questions. Finalement, ouais, au fond, Omar Ben Lala, est-ce que votre drame, ça n'a pas été d'avoir porté la barbe avant le mouvement hipster ? Voilà, pour la blague. Non, deuxième question, est-ce que vous avez été approché par des gens comme Dounia Bouzar ou autres qui travaillent en ce moment beaucoup à empêcher les jeunes gens de partir faire la guerre en Syrie et ailleurs ? Non, j'ai pas été approché, mais par contre j'ai été approché par un journaliste de 20 minutes qui m'a posé la même question que vous et qui se demandait pourquoi est-ce qu'on m'avait pas approché justement. Et voilà. Oui, je crois que la réponse est dans la question. Effectivement. Et sur les hipsters ? Sur les hipsters, en fait... T'en parles dans le livre. Mais t'étais branché dans tes photos. J'en parlais en fait avec... c'est assez drôle parce que je me demande, hein, c'est une théorie hein, maintenant, peut-être qu'elle est pas vérifiable, mais même certainement. Mais quand j'ai porté la barbe, j'ai commencé à la porter en 95. Donc j'ai eu un moment de décompression en fait en discothèque. Et comme je fais pas les choses à moitié généralement, donc j'ai progressé dans le milieu de la nuit, en l'occurrence le milieu de la nuit parisienne, et je me suis retrouvé dans les soirées les plus branchées. Il faut une carte en fait spéciale pour y entrer, sinon c'est pas possible. Et donc je me suis retrouvé dans ces soirées-là où il y avait tous les gens de la mode, du cinéma, etc., des médias. Donc c'était fin des années 90, début des années 2000, à l'époque où personne ne portait de barbe, et en fait j'étais vraiment le projecteur était toujours sur moi à cause de la barbe justement. J'essaie de croire que c'est aussi à cause de mes pas de danse, mais bon, je sais qu'en tout cas la barbe était une des raisons principales, et je me demande si en fait la mode hipster n'est pas venue de là peut-être. J'en sais rien, hein. Mais je me pose la question parce que c'était vraiment que des gens, c'était les gens qui faisaient la mode quoi. Parce que je les ai rencontrés après, on discutait, et en fait quand on discutait, il y avait que moi qui parlais quoi. Ils étaient, alors que c'était des gens d'habitude qui parlaient beaucoup, qui racontaient leur vie, leurs concepts, etc. Donc peut-être que... À ce propos, pour illustrer le lien entre édition numérique et édition papier, il faut savoir que le site de Raconter la vie accueille aussi, sur la page collection, je crois, Pauline, des photos, des vidéos. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez trouver en fait sur la page d'Omar des vidéos de lui en discothèque dans les années 90 avec la fameuse barbe au milieu des drag queens, et des photos de lui quand il portait la barbe, mais aussi des photos des endroits qu'il a fréquentés. Et ces photos, évidemment, elles illustrent, mais elles complètent aussi le livre.
Et c'est toi qui les as prises, ces photos. C'est assez drôle parce qu'on m'envoie des photos maintenant, des gens que j'ai rencontrés, donc je suis pas au bout de mes surprises. Et on me dit, bah tiens, on était ensemble, regarde, c'est toi. Mais ça t'a permis, justement, pour revenir à la question de la communauté, ça t'a permis de renouer en fait, avec des gens que tu avais perdu de vue. Complètement, dont un des personnages en fait, qui devrait venir normalement cet après-midi en fait, et que j'ai pas vu depuis 20 ans. Et quand j'ai écrit le livre, j'ai insisté sur ce personnage, parce que c'est un personnage qui m'a beaucoup touché, que j'ai rencontré en Inde, et qui s'appelle Hakim, en fait, et qui est quelqu'un en fait, qui commençait lui aussi dans la religion à cette époque-là. Et c'est quelqu'un qui, de par son humour et sa coolitude, je ne sais pas si ça se dit, en fait, m'a beaucoup aidé à mettre de l'eau dans mon vin, même si c'était pas trop licite à l'époque, mais bon, voilà. Et en fait, il vient cet après-midi parce qu'il m'a retrouvé sur Facebook. Il a lu le livre, il a reconnu son portrait. J'ai fait exprès en fait d'appuyer le portrait dans l'espoir qu'un jour en fait il lise le livre et qu'on se retrouve. Et en fait, je l'ai pas vu depuis 20 ans et on va se voir cet après-midi. Donc il va venir normalement et donc je trouve ça assez incroyable, assez drôle, quoi. Alors si tu veux, on peut lire le passage parce que tout le monde n'a pas lu le livre et ça donnera en fait un petit peu une idée de ton style. Tu veux le lire ? Ouais, si tu veux. Donc ça se passe en Inde, c'est ça ? Ouais. Alors, après le repas, un de mes camarades me propose de l'accompagner au taxiphone tout proche, d'où il compte appeler ses enfants restés en France. Je demande si c'est autorisé. Quoi donc ? Téléphoner ou laisser mourir sa famille d'inquiétude ? Il me tend le combiné. Tremblant, je compose le numéro. Ma mère décroche immédiatement, la voix serrée. « Allô, Omar ?» 2 petites minutes de conversation suffisent à son bonheur. Le temps de me faire gentiment gronder et de lui promettre que je lui donnerai des nouvelles. En fait, je n'appellerai plus, mais j'écrirai, c'est déjà ça. Alors, ça fait du bien. Oui, beaucoup. Mon ange gardien et moi vadrouillons dans le quartier où un misérable billet de 100 francs lui vaut une magnifique garde-robe. Au fil des pages, je me relaxe, sans saisir que je poursuis mon apprentissage. Hakim me parle de plaisir, non d'effort, d'amour, plus de sacrifice, de paradis, pas d'enfer. Ce jour-là, je n'achète rien. De retour à la mosquée, Hakim range ses emplettes dans le sac marin prévu à cet effet. Nous faisons nos ablutions et prions. L'exercice requiert concentration et détachement. Se libérer des contingences matérielles tout en focalisant sa pensée sur Dieu. Ne regarder que le point au sol où se posera la face reste la méthode la plus fiable. D'habitude, j'essaie autant que possible de m'y coller. Mais cette fois, c'est Hakim, souriant à Dieu, que je regarde. Sourire à Dieu. Fini le sourcil froncé, un homme satisfait, reconnaissant, se présente à lui et cela se lit sur son visage. Une leçon presque aussi belle que celle délivrée par cette fillette qui, avant de s'adresser à son Seigneur, prenait de ses nouvelles. « Bonjour Dieu, comment vas-tu aujourd'hui ?» Donc ce fameux Hakim viendra cet après-midi. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'il est toujours en fait dans le mouvement Tablir, donc il a gardé la barbe, qui doit être assez conséquente. Il n'y a pas de photo sur son Facebook, mais il m'a dit qu'il avait gardé, donc il viendra peut-être aussi avec son turban, etc. Et je suis très content de le retrouver. Il a essayé de me prêcher un petit peu, bon, je ne le dis pas à la caméra, mais gentiment, en même temps, je trouve ça marrant, je trouve ça mignon. Et parce qu'il tient à moi, enfin, il fait attention à moi, et c'est comme ça, en fait, pour lui, en fait, qu'il faut faire attention à moi, mais voilà, il sera là cet après-midi, normalement. Tu seras ? Ouais, vas-y, on a Moi, pour être tout à fait honnête, je suis restée un peu sur ma faim en fait en lisant votre livre. J'aurais bien aimé que vous développiez davantage. Enfin, vous voyez, j'y ai vu un petit peu la condition de l'homme postmoderne. J'aurais aimé que vous nous parliez davantage de vos errances. J'aurais aimé pénétrer davantage votre psychologie. Il y a un petit peu une écriture de l'économie. Il y a des ellipses. 3 ans, 4 ans. Du coup, j'étais un peu frustrée. Et pareil, quand vous êtes à l'EFKE, vous racontez pas grand-chose finalement. Vous vous rendez compte que votre maître de toujours, vous lui avez jamais adressé la parole. Et puis, du coup, vous revenez à Paris. Et je voulais savoir, est-ce que c'était un choix délibéré de votre part ou C'est un choix marketing pour préparer le 2e livre, La Moustache. Non, on parle des contraintes. Pauline. Non, mais en fait, il y a des contraintes éditoriales qui font que, au début, quand on m'a proposé d'en faire un livre, on m'a offert 80 000 signes, ce qui correspond à environ une 30aine de pages Word. Et après, en fait, on est monté à 115 000 signes, donc une 40aine de pages Word. Et il fallait, en fait, faire tenir tout ça. Parce que je ne peux pas tout raconter, c'est pas possible. Il y a tellement de choses, il y a tellement de rencontres, il y a tellement de, comme vous dites, d'avant et d'après.
qu'il fallait en fait faire un choix pour que ce soit cohérent, que ce soit romancé, parce que moi ce que je voulais c'était vraiment au-delà de raconter mon histoire, c'était écrire un livre. Et pour moi finalement ces 40 pages Word étaient un premier bon exercice. Et il y a beaucoup de gens qui me disent la même chose que vous, et j'ai pas pu faire autrement dans le sens où voilà quoi, le format c'est ce format-là, et je suis déjà extrêmement heureux d'avoir pu bénéficier de ce format, mais c'était pas possible en fait de tout mettre. Donc maintenant il y a des rencontres qui permettent aussi un peu de discuter, etc. Je vais bientôt mettre en ligne les vidéos chez mon psy, je plaisante. Et voilà quoi, et en fait c'était le format qui a fait que j'ai pas pu en dire beaucoup plus que ça. Parce qu'en fait le principe de la collection, c'est que tous les livres qu'on publie, au début, le prix c'était 5,90 € pour 90 pages, et avec Omar, on a augmenté ça parce qu'il avait trop de choses à dire, et voilà, 90 pages c'est pas possible. Du coup, on est monté à 115 et on a dû augmenter, donc ça passe à 7,90 €. Mais c'était aussi l'espèce de démocratie narrative. Il fallait que tout, c'était notre seule exigence, que d'un point de vue commercial. En plus, on a fait des espèces de PLV, là, des publicités sur le lieu de vente. Tout a le même format. Il faut que les livres soient interchangeables. Et puis, c'était aussi l'idée que voilà, tout est au même prix et tout est au même format. Mais c'est vrai qu'avec toi, on aurait pu faire 3 tomes, mais je trouve ça pas mal, moi, parfois, de rester un peu sur sa faim. Après, quand on a l'occasion de rencontrer l'auteur, c'est évidemment encore mieux, mais c'est vrai que ça aurait pu être un roman fleuve. Et dans Gabriel Santon, en fait, ce que j'écris sur Internet, il y a beaucoup de ce manque en fait que vous pouvez trouver, parce qu'il y a pas mal de choses en fait que j'ai pas mis dans la barre, donc que j'ai mis dans le personnage de Gabriel Santon, en fait, dans le premier volet Inspire. Je dis pas ça pour que vous alliez dessus, etc. Mais voilà, tout le côté ésotérique qui, moi, m'intéresse beaucoup plus aujourd'hui, parce que là, dans le livre, en fait, ça parle beaucoup plus de tout l'extérieur. Je me permets de le développer dans Inspire. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Inspire, le deuxième volet Expire. Et voilà. Si ça peut peut-être vous aider à vous consoler un peu. Dernière remarque, intervention diverse. Kaina, on t'a pas entendu? Ouais. Alors Kaina, comme d'autres ici, est à la fois auteure et lectrice du mois sur le site Raconter la vie. Tout d'abord, bonjour Omar, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Moi aussi. Moi, j'avais une question à vous poser sur le prestige, en fait, personnel que vous en avez tiré de ce bouquin. Vous dites beaucoup que vous écrivez pour remplir vos parents, mais vous, que l'école a rejeté, entre guillemets, qu'est-ce que vous en tirez comme prestige personnel, justement, de pouvoir être là et de nous présenter votre livre à vous? Comme j'ai pas été, entre guillemets, formaté à la réussite, parce que c'est souvent à l'école, et après l'école, en faisant des études, en fait, c'est souvent là que ça vient. Moi, je le vois avec les gens autour de moi. Donc, j'ai pas de plan de carrière, même dans la vie. Ce que je vais faire après à midi, je sais qu'on va déjeuner, mais ça m'intéresse pas plus que ça, finalement. Donc, je sais que c'est aussi un tort, mais voilà, c'est comme ça, en fait, que je vis et que je vois les choses. Donc, le prestige, en fait, c'est le prestige que j'ai dans la situation que je suis en train de vivre. Et j'ai pas l'impression que... Si, il y a quelques situations qui sont drôles, comme je suis allé au Seuil il y a 2-3 jours pour accompagner quelqu'un. Et je me suis demandé en fait s'ils allaient, si je devais amener ma carte d'identité pour que le gars de la sécurité me laisse entrer. Et en fait, ils m'ont accueilli, Monsieur Benlala, etc. Il y avait le livre en fait dans l'armoire comment on appelle ça, de l'entrée. Et puis ils m'ont fait visiter les étages, j'ai rencontré tout le monde, j'ai reçu un accueil extraordinaire. Donc oui, il y avait un peu de prestige à ce moment-là, c'est agréable. Mais ce qui était surtout chouette, c'était de rencontrer des gens. Donc voilà quoi, mon prestige personnel, c'est... Voilà. Enfin, au-delà du prestige personnel, un peu un côté fierté, quoi, d'avoir quand même réussi à faire quelque chose justement que beaucoup aimeraient faire. Oui, c'est une revanche quand même. Exactement, notamment les étudiants de lettres, où on est quand même très nombreux à écrire. Et du coup, c'est vrai que c'est pas parce qu'on est étudiant en lettres qu'on arrivera forcément à nos fins, entre guillemets. Alors je vais vous raconter une chose que j'ai jamais racontée à personne. Donc quand j'ai commencé à écrire, en fait, je pense que c'est souvent l'intention qui fait l'action que vous menez. Et quand j'ai commencé à écrire, en fait, j'étais dans un hôpital avec mon meilleur ami, en fait, qui est décédé, et je l'accompagnais en soins palliatifs. Et donc on savait qu'il allait mourir. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai passé toute ma vie depuis l'enfance jusqu'à ses 35 ans quand il est décédé.
Et le premier personnage que j'ai écrit, donc Gabriel Santo, je me suis mis à l'écriture en fait pour continuer, prolonger un peu sa vie. C'était vraiment l'objectif. Et donc en fait, mon intention en tant qu'écrivain, c'est vraiment ça. Ça a été de prolonger en fait son existence à lui. Et je me suis rendu compte après, parce que quand j'écris le petit texte sur Raconter la vie, que le Seuil en fait a décidé de publier en livre, c'est un texte pour m'entraîner à écrire ce que j'écris sur Internet, donc Gabriel Santo. Donc je pense pas du tout être publié. Pour moi, j'y pense même pas en fait, quoi. Et grâce à ce livre, je me rends compte que prolonger la vie de mon meilleur ami en fait qui est décédé, ça peut se faire aussi d'une manière beaucoup plus belle, c'est-à-dire en travaillant vraiment, pas seulement en écrivant ce que je pense, que j'aurais aimé, etc. Et donc voilà quoi. C'est pour ça que j'ai jamais pensé à être écrivain pour avoir une carrière d'écrivain. C'est vraiment, j'ai presque envie de dire que c'est enfantin, mais c'était vraiment ça parce que j'ai passé les 3 mois avec lui en soins palliatifs, j'étais là tout le temps, jour et nuit, etc. Et c'est là que l'idée d'écrire en fait m'est venue. J'ai toujours aimé la littérature au collège. Quand j'ai arrêté l'école, le texte Cyrano de Bergerac, c'est le dernier texte que j'ai appris et qui m'est resté dans un coin de l'esprit. Donc j'ai toujours aimé ça à travers ce texte-là, mais je connaissais absolument rien. Et quand en fait est venue la situation avec Jérémy dans Quel hôpital, je me suis dit bah tiens, je vais me mettre à écrire. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais peut-être des facilités. Donc j'ai pas de plan d'écrivain ni de. Pour moi, ça continue en fait dans cette logique-là. On ressent particulièrement dans le livre une certaine volonté de sortir de l'ombre. On le voit quand vous prêchez. Et actuellement. Mais ça, c'est des choses en fait que j'avais à l'âge de 20 ans. Quand je me mets à prêcher, quand je porte la barbe, le turban, quand je deviens un peu le prophète de mon quartier, c'est des choses dont j'ai besoin à 20 ans. Là, j'en ai 40 en fait. J'en ai moins besoin. Oui, mais peut-être encore un peu, mais... Kaina a quand même raison de souligner le paradoxe, c'est-à-dire que tu es passé d'une période de ta vie où tu étais surexposé, la période où tu étais prêcheur, à un besoin d'invisibilité, on coupe la barbe, on rentre en quelque sorte dans le rang, et puis là, avec la médiatisation, de fait, tu es de nouveau exposé et de nouveau visible. Mais pas de mon fait, on m'expose. Alors qu'au début, c'est moi qui me surexposais. Tu es consentant. Parce que je suis poli, je réponds aux invitations, aux demandes... Un journaliste vient, je réponds. Enfin, pour moi, en fait, c'est pas. Néanmoins, je vous coupe. Vous insistez sur le fait que vous tenez à ce que votre nom de famille figure justement sur la couverture pour rendre certes hommage à mon père, à votre père. Ma mère aussi, oui. Mais s'il y avait eu quand même un souci d'anonymat, de volonté d'anonymat, vous auriez pu anonymer le bouquin comme Anthony, il me semble. Oui, bien sûr. Ouais. Bah, c'est une des premières questions en fait qu'on s'est posées avec Pierre Rosanvallon, Pauline Perretz et Pauline Miel. C'est est-ce que j'écris sous pseudo ou pas? Parce que le texte que j'ai écrit sur Internet, je le signais l'asthmatique. Et le texte en fait que j'écris sur Internet, en fait, je le signe pas du tout. C'est gabrielsanto.com, il y a Inspire, etc. Bon, là maintenant il y a une petite bio. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que pourquoi est-ce que j'ai choisi l'anonymat à ce moment-là? Pourquoi est-ce que je le choisis? C'est pas pour me cacher en fait, c'est que je me considère pas comme un écrivain. C'est quand je serai écrivain, je mettrai mon nom. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pour dire voilà non, quand je me sentirai, même aujourd'hui, encore aujourd'hui, j'ai l'impression de faire beaucoup de progrès et j'en suis très heureux. Mais maintenant que je commence à lire, parce que j'avais arrêté la lecture forcément, et que je commence à lire des auteurs confirmés, je me dis il reste encore énormément de chemin et tant mieux. Et en fait, si je mets mon nom sur le livre, on s'est posé la question avec Pierre et je me suis dit ça n'aurait pas de sens de raconter ma vie et de ne pas mettre mon nom. Oui. Et donc c'est pour ça en fait que d'ailleurs ils m'ont aussi posé la question pour l'exposition, etc. Et j'ai dit non, c'est ma vie, je mets mon nom, il n'y a pas de problème. Mais au début, si je mets pas mon nom, en fait, c'est parce que je me considère pas comme un écrivain. Donc je vais pas. Celui qui signe, en fait, c'est celui qui signe une œuvre. Moi, j'ai pas l'impression que c'est une œuvre, c'est un brouillon. Et en fait, c'est en train de le devenir. Enfin, au début, quoi, c'est en train de le devenir. Je me rends compte en fait que c'est un brouillon un peu plus élaboré que les autres, vu que ça devient un livre. Mais dans mon esprit, en fait, c'est vraiment parce que vous me posez la question à moi, donc je vous réponds par rapport à ma sensibilité. Dans mon esprit, c'est vraiment ça, quoi. J'en suis au brouillon, quoi. J'ai quitté l'école assez jeune, en 3e, en 5e, j'ai carrément pratiquement arrêté de suivre, sauf en français. Donc pour moi, en fait, c'est m'asseoir devant une feuille, c'est... Non mais on sent vraiment dans le bouquin que ça reste une déchirure, une plaie qui se refermera peut-être pas, qui se refermera peut-être à partir du moment où vous exulterez entre guillemets dans l'écriture.
Enfin, pour ma part, je vous admire énormément, surtout votre style d'écriture. Je considère que vous n'avez absolument rien à envier à certaines personnes qui ont fait des études, qui maîtrisent l'orthographe, la grammaire. Enfin, moi, j'ai été assez époustouflée par le style, honnêtement. Quand on voit que ça vient d'un auteur autodidacte, c'est quand même assez étonnant. J'ai été un prêcheur pendant longtemps. En dépit de tout... Il fallait le mettre en... C'est vrai, mais en dépit de tout, il y a quand même le style, il y a quand même la syntaxe, pas mal de choses, le lexique qui fait que... et on est également entraîné dans le bouquin, donc c'est assez étonnant quand même. Merci. J'y travaille, j'essaie de faire de mon mieux. Tu seras. Je voulais savoir, sachant qu'il s'agit d'une œuvre qui retrace votre parcours, mais qu'il y ait également question d'islam, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous vous êtes censuré? Je vous demande ça notamment par rapport à une phrase en page 80, dans laquelle vous dites « La masturbation ne m'amuse plus, quitte à cramer en enfer, autant que ce soit dans un sexe doux ». Donc je voulais savoir, enfin je pense... Vous n'aviez pas trop la question de la réception en tête, d'après ce que j'ai pu comprendre. Mais si, je l'avais là. Ah, vous l'aviez, d'accord. Ce livre, en fait, l'un des messages de ce livre, c'est dire que moi, mon parcours, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bien que j'ai porté la tenue du super musulman, que j'ai prêché dans le monde entier, que j'avais la barbe, en fait, que j'étais celui qu'on écoutait, je me rends compte à la fin, et c'est aussi pour ça que je coupe ma barbe, que j'ai pas grand-chose à voir avec l'islam, finalement. Pas l'islam, mais avec la religiosité dans le sens la sainteté, la piété, etc. Je suis un perroquet, un excellent perroquet, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. Et donc, en fait, ce que je trouve intéressant avec le passage en discothèque, et c'est d'ailleurs le passage que j'ai préféré écrire, c'est que ça casse l'image du super musulman. Et je me suis permis justement de la casser pour moi, pour d'une certaine manière faire passer un message. C'est pas parce qu'on a l'accoutrement ou c'est pas parce que j'ai une blouse blanche que je suis médecin. Et on m'a souvent pris pour un médecin des cœurs, des âmes, etc. Et j'ai adoré ça pendant quelques années. J'ai trouvé ça insupportable après pendant beaucoup plus longtemps. Et en fait, l'une des règles de ce livre, en fait, c'est qu'il fallait que ce soit pédagogique, parce que la plupart des gens ne connaissent pas forcément ce qui se passe dans une mosquée, faire ses ablutions, etc. Mais il ne fallait pas que ce soit dogmatique. Et pourquoi il ne fallait pas que ce soit dogmatique? Parce que finalement, j'y connais rien. Oui. Je me suis rendu compte de ça, quoi. Si je comprends bien, ce que tu es en train de dire, c'est que ce livre, c'est pas du tout une condamnation de ceux qui aujourd'hui portent la barbe et portent l'habit musulman, mais ce que tu veux dire, c'est que finalement, on est tous des individus, on est tous des êtres humains et on est tous faillibles, on est tous fragiles, en fait. Oui, complètement. Et puis c'est différentes manières. Pour parler de sainteté, c'est plutôt sain de se tromper. Donc je me suis trompé pendant longtemps. Je me suis trompé avec une barbe, avec un turban sur la tête. Et ce que je dis, en fait, quand je dis je me suis trompé, c'est-à-dire en conseillant les autres, parce que je conseillais aux gens, en fait, j'étais conseil matrimonial, conseil sur leur vie personnelle, professionnelle, enfin voilà, quoi. J'étais le dernier mot de leur réflexion. Et en fait, de dire que je me suis trompé, justement, en étant ce dernier mot-là, je trouve que c'est plutôt bien. Pour moi, si on devait parler de religion, se tromper, justement, ce serait bien. Ce serait une bonne définition. C'est ce que tu dis dans le livre, c'est que le doute fait partie de la religion aussi. Ouais, le doute et après se tromper, même quand on a le doute, enfin, ne pas avoir l'impression d'avoir la vérité et puis se rendre compte qu'on ne l'a pas 10 ans après, moi ça me va. Oui, une dernière question. Oui, pardonnez-moi, je n'ai pas encore lu le livre, hein, je vais me le procurer, le lire. Mais vous dites que vous êtes... Pardon. Vous étiez prêcheur, donc, et bon, moi, ça me parle un peu parce que je travaille sur la voix, quoi, dans l'écriture, bon, sur Gerasim Luka, qui est un poète qui a oralisé ses textes et tout. Je veux savoir si, pour vous, ça vous parlait, ça, le lien entre l'écriture et la voix, l'oralité. Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'aime bien dire que si aujourd'hui j'aime écrire, c'est parce que ça me permet de dire en silence ce que j'ai à dire, en fait. Et je trouve ça intéressant on parle beaucoup de liberté d'expression et je trouve qu'écrire aussi, c'est une forme de liberté d'expression, c'est-à-dire communiquer sans forcément vouloir être entendu, c'est aussi une liberté d'expression. Et moi, c'est celle que j'essaie de développer à travers l'écriture. J'ai des choses à dire, forcément, mais si on n'a pas envie de les entendre, on n'ouvre pas le livre, et je trouve ça très bien. Et donc, voilà, quoi, mon parcours de prêcheur, c'est un parcours qui m'a beaucoup appris en termes de formulation, parce que pour prêcher, c'est convaincre, et pour convaincre, il faut avoir le sens de la formule, un peu le sens de l'humour si possible, etc.
Et finalement, ça se retrouve un peu dans ce que j'écris, donc ouais, j'imagine que c'est lié. Même si j'étais drôle avant d'être prêcheur. Enfin, il paraît. D'autres interventions? Remarques? Bon, merci à tous. Et peut-être à cet après-midi, pour ceux qui veulent entendre parler spécifiquement de religion, 14h30 dans le Grand Amphi qui sera complet. Voilà, venez tôt pour qu'on puisse en fait organiser le placement du public. Et sinon, ce soir, on peut se retrouver de manière plus informelle à la librairie Terre des Livres, rue de Marseille, juste à côté de la fac, voilà, pour discuter voilà, de manière moins académique peut-être. À 18h30. 18h30, je crois. 18h. Bon, j'ai un doute. Peut-être 18h30. Merci.